une petite demande. Vous avez seulement à accepter. Et on va continuer. Alors, bonsoir. Bienvenue à cette super conférence sur la rivière Saint-Jean, donc la présentation du projet d'amélioration de l'habitat de la perche chaude pour la rivière Saint-Jean dans le secteur de la Valtrie. Si vous êtes ici, normalement, vous êtes riverain de cette superbe rivière. Je me présente. Je suis Karine Loranger. Je suis coordonnatrice des projets de communication à l'organisme de bassin versant, la CARA, donc la Corporation d'aménagement de la rivière L'Assomption. La rivière Saint-Jean ne fait pas partie de notre bassin versant. Par contre, c'est un bassin versant orphelin qui nous a été attribué comme organisme de bassin versant. Je suis accompagnée de ma collègue Marie-Pierre, qui est chargée de projet pour le projet de la rivière Saint-Jean chez nous à la CARA. Je suis également accompagnée de mes deux collègues du comité ZIP des seigneuries, donc Sophie Lemire, qui est directrice générale, et je ne sais pas si vous pouvez faire un petit salut, je ne vous vois pas tout en même temps, là, mais en espérant que les gens vous voient. Donc, Sophie Lemire, qui est directrice générale, et Noémie Lafortune, qui a été chargée de projet aussi dans le cadre de ce projet-là. On a aussi la chance d'avoir une invitée spéciale qui est Andréane Bergeron, qui travaille à la ville de la Valtrie. Elle va nous entretenir sur le volet un peu plus réglementaire au niveau des bandes riveraines, du milieu riverain en soi. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de lui poser des questions sur ce volet-là tout de suite après sa section. Donc, comme je le disais tantôt, on est super contente de pouvoir vous présenter les résultats de la première phase. Et ce qui va s'en venir aussi par la suite, on espère faire des belles rencontres puis avoir des partenaires aussi pour la suite parce que heureusement, ça ne se termine pas au 31 mars, on aura aussi une phase 2. Donc, vous l'aurez compris, c'est un projet qu'on réalise conjointement avec le comité ZIP des seigneuries et Marie-Pierre et Noémie, qui sont les deux chargés de projet, là, vont pouvoir présenter le projet. Mais d'abord, je voulais qu'on puisse vous présenter nos deux organismes. J'ai de la misère à cliquer. OK. Donc, pour commencer avec notre organisme, l'organisme de bassin versant, la CARA. Vous voyez là, la petite flèche jaune qui est arrivée pour montrer le bassin versant de la rivière Saint-Jean. En gros, notre territoire est là. Si vous voyez tous ma souris, là, on a Saint-Donat ici, Saint-Zénon plus en haut, la Valtrie, la Norée. Le fleuve est ici. Et on va jusqu'à Saint-Jérôme, Joliette, etc. Donc, c'est un grand territoire de plus de 4300 km² de terre et d'eau, comme on aime bien dire. On a plus de 8600 km linéaires de cours d'eau, au-delà de 1200 lacs qui sont situés plus au nord de notre territoire. Là, pour ceux qui ont la chance, possiblement, d'avoir des chalets ou des amis qui ont des chalets, on a quand même un très, très beau territoire aussi au nord. Donc, de manière générale, notre organisme est un organisme de concertation. On fait beaucoup de sensibilisation, on travaille avec les villes, les MRC. On travaille beaucoup avec les citoyens aussi au niveau de la sensibilisation, de la prise en charge, de l'accompagnement, que ce soit au niveau des bandes riveraines, des milieux naturels, etc. Donc, certains d'entre vous nous ont possiblement vu passer dans votre cour arrière là, cet été. Maintenant, je laisserai la parole à Sophie Lemire, qui est la directrice là, du comité ZIP des seigneuries, qui va pouvoir vous présenter son organisme. Est-ce que Sophie est pas loin? Oui, je suis là. C'est bon. Bien, bonjour. Donc, je vais vous présenter l'organisme, le comité ZIP des seigneuries. On est un organisme sans but lucratif qui s'intéresse au fleuve Saint-Laurent. Donc, on est un BNL qui a été fondé en 2000 et puis on est issu d'une initiative du plan d'action Saint-Laurent. Donc, c'est comme une entente Canada-Québec, mais on est financé principalement par le fédéral, mais on reçoit d'autres enveloppes parce qu'on se finance avec des projets. On fait partie d'un réseau, le réseau de Stratégie Saint-Laurent. Donc, le fleuve est couvert à partir de la frontière ontarienne
aller jusqu'à la Noret et la Rive-Sud aussi, Contrecœur. Donc, voyons, aller jusqu'aux îles de la Madeleine, excusez-moi, de la frontière ontarienne aux îles de la Madeleine, le réseau de stratégie Saint-Laurent. Je suis en train de mêler notre territoire. Sur l'image, on voit notre territoire qui est situé entre Montréal et le lac Saint-Pierre. Donc, on voit que les villes de Repentigny, Varennes, on est à cheval sur les deux rives du Saint-Laurent. Donc, on s'occupe des îles aussi. On a pour mission la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. Notre mission, on la réalise par des actions de concertation, de restauration, puis de sensibilisation. On est actif à Lavaltrie, entre autres, avec les programmes de pêche en herbe et puis aussi avec ce projet-là de la rivière Saint-Jean. Donc, voilà, on a un site Internet. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez aller visiter zipseigneurie.com. Donc, je vais céder la parole à la prochaine. Oui, alors c'est encore moi. Donc, voici le plan de notre soirée pour les prochaines sections. Donc, on va faire une mise en contexte de tout ce beau projet-là. Marie-Pierre va commencer avec la mise en contexte. Elle va nous présenter le territoire, le bassin versant, parce que la rivière, c'est pas seulement la rivière. En fait, on traite toujours nos projets de manière par bassin versant, en fait. Là. Fait on a quand même un grand territoire, là, un beau terrain de jeu. Ensuite, elle va continuer avec les bandes riveraines et c'est là que va intervenir Andréane Bergeron de la municipalité qui va pouvoir vous parler un peu plus du volet réglementaire. Ensuite, Noémie va poursuivre avec les résultats du projet, l'habitat du poisson, les bandes riveraines, le fameux cahier de propriétaire et terminer tout cela là, avec le passage à l'action. Donc, des actions à entreprendre, des exemples d'aménagement, entre autres les aménagements qui ont été faits l'été dernier par nos équipes. Et au travers de tout ça, bien, on aura deux périodes de questions, donc une période après la section d'Andréane pour vraiment clore le volet réglementaire. Donc, ce sera le moment pour vous là, de lui poser toutes vos questions de ce côté-là. Et à la toute fin, là, je vous demanderai de garder vos questions là, tout au long de la conférence pour Marie-Pierre et Noémie à la toute fin. Question de ne pas trop étirer le temps. Si jamais vous avez peur d'oublier vos questions, comme je le disais tantôt, vous pouvez toujours les inscrire dans le clavardage ou le chat. Et tout au long de la conférence aussi, on vous a fait 6 questions, donc qui vont apparaître à l'écran. On vous demande de répondre de manière anonyme, bien entendu, quoique vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de réponses dangereuses à répondre, mais bon, c'est un peu pour apprendre un peu à vous connaître vos préoccupations, votre niveau de connaissance et de sensibilité pour la rivière. Donc, c'est question de rendre un peu interactif aussi notre soirée ensemble. Parce que bien que vous m'écoutez parler, moi, je ne vois personne et mes collègues non plus verront personne. On va avoir l'impression de plus être tous ensemble. Donc, je commencerai déjà à céder la parole à Marie-Pierre pour la première section de cette conférence. Donc, bonsoir à tous. Karine vous a parlé un peu des petites questions qu'on va vous poser. Donc, moi, je commence tout de suite ma période de présentation pour vous poser une question. Donc, est-ce qu'il y en a entre vous qui sont des pêcheurs de perche chaude? Je sais qu'on en a parlé un petit peu dans le temps d'attente. Je sais qu'il y en a qui le sont. Donc, est-ce qu'il y en a qui le sont seulement dans la rivière Saint-Jean? Est-ce qu'il y en a qui le sont plus au niveau du fleuve ou vous n'êtes pas du tout pêcheur, ce qui est correct aussi? Donc, je vais vous laisser juste quelques minutes pour que vous puissiez tous répondre. Donc, ce ne sera pas bien long. Il manque 2 personnes. C'est bon, je vais te laisser me dire quand c'est complété. C'est toi que c'est plus le nombre de participants. Encore un dernier. Est-ce que vous êtes pêcheur ou non? Dans 5, 4, 3, 2, 1.
Je ferme le sondage. Donc, on voit que c'est très variable. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ne sont pas. C'est tout à fait normal, mais il y en a quelques-uns parmi nous qui le sont. Donc, je vais arrêter le sondage. Donc, la perche chaude, c'est un poisson vraiment d'intérêt. C'est une espèce qui est prisée lors de la pêche sportive et commerciale. Comme qu'on a pu voir avec notre petit sondage, il y en a d'entre vous qui en profitent pour la pêcher. Cependant, il y a une diminution des populations dans la portion du fleuve Saint-Laurent et dans le lac Saint-Pierre. Bien que cette diminution-là n'est pas au niveau de la ville de Lavaltrie, on n'est pas à l'abri de ça non plus dans le secteur du fleuve qui nous concerne. Donc, cette diminution-là, elle a contraint le gouvernement à faire un moratoire qui interdit la pêche jusqu'en 2022 pour la portion entre Sorel-Tracé et Saint-Pierre-les-Béquets. Donc, la rivière Saint-Jean, c'est une rivière super importante pour la reproduction de l'espèce parce que c'est une des principales frayères sur la rive nord. Donc, elle est essentielle à plusieurs étapes du cycle de vie des populations qui vivent dans le fleuve. Donc, avant de vous parler un peu plus de la rivière, je vais vous parler de l'écologie de la perche chaude. Donc, il y en a d'entre vous qui sont pêcheurs, donc ça vous intéresse peut-être plus ce niveau-là. Donc, c'est une espèce qui a une coloration qui est facilement reconnaissable. Elle a des flancs vert-jaune qui sont marqués de 7 bandes verticales plus foncées. Donc, vous pouvez le voir un peu sur mon image ici, on le voit très bien. Donc, elle a une alimentation très variable. Au début de son cycle de vie, elle se nourrit du zooplancton pour ensuite incorporer des crustacés et des insectes aquatiques à son régime alimentaire. Une fois à l'âge adulte, elle s'alimente principalement d'écrevisses, d'œufs et de petits poissons. Donc, sa reproduction se produit au printemps, généralement entre la mi-avril et le début mai. Puis sa reproduction dure de 1 à 3 semaines. C'est une période qui est assez courte. Donc, c'est une des premières espèces de poissons qui se reproduit, donc qui fraie. Donc, les œufs forment de longs chapelets gélatineux qui se replient en accordéon. Souvent, ça peut ressembler un peu à du papier de toilette dans l'eau, comme on voit sur mon image. Donc, si vous voyez ça, inquiétez-vous pas, c'est normal. Donc, la perche chaude, elle dépend beaucoup de sports de ponte pour sa reproduction. Donc, les sports de ponte, ils servent à accrocher les œufs pour qu'ils ne se déplacent pas avec le courant, mais que l'eau passe à travers puis les oxygènes. Donc, ce n'est pas compliqué. Les supports de ponte, c'est de la végétation terrestre qui est inondée au printemps, là, qui se retrouve sous l'eau. Donc, ça peut être des arbustes, des branches d'arbres ou des racines d'arbres. Donc, moi, deuxième petite question, je me demandais quelles étaient vos préoccupations à vous à propos de la rivière. Donc, il y en a peut-être sûrement qui sont riverains. Avez-vous observé des choses qui vous inquiètent? Je peux vous lire un petit peu les choix, là. Est-ce que c'est la biodiversité, l'érosion des berges qui pourrait vous préoccuper, les espèces exotiques envahissantes, la fluctuation du niveau d'eau, les bandes riveraines, les polluants dans l'eau, les espèces en situation précaire, l'accessibilité? Vous n'en avez pas ou ça ne s'applique pas? On va laisser un petit peu de temps pour répondre. On a déjà la moitié des gens qui ont répondu. C'est génial, vous êtes participatif, on aime ça. Oui, c'est comme arrêté, hein? Je crois que oui. Je ne sais pas si tu peux leur repartir. Ah. Il est-tu reparti? Je crois que oui. Désolée, un petit problème. Désolée. On recommence. On voulait voir si tout le monde était réchauffé. Encore 3, 2. Un petit dernier.
Je ferme ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Donc, vos préoccupations principales, c'est l'érosion des berges. Donc, ce n'est pas surprenant. C'est en effet un problème qu'on observe souvent par rapport à la rivière Saint-Jean. Donc, je vais poursuivre. Donc, pour la perche chaude, il y a vraiment 3 problématiques d'habitat qu'on retrouve dans la rivière Saint-Jean. Donc, la rivière comporte des barrages. Donc, certains d'entre vous ont peut-être déjà eu la chance de parcourir la rivière, donc vous les avez observés. Donc, ces barrages-là, lorsqu'ils sont mis en fonction tôt au printemps, lorsque la perche chaude se reproduit, bien, ça bloque sa montaison. Donc, les poissons se retrouvent comme pris en aval des barrages. Donc, ils doivent frayer dans des habitats de moindre qualité. Il y a également plusieurs bandes riveraines qui sont inadéquates. Donc, une bande riveraine inadéquate, elle ne peut pas remplir correctement ses fonctions. Donc, je vais vous parler un peu plus en détail plus tard des fonctions des bandes riveraines, mais la problématique d'érosion, ça peut être lié directement à ça. Puis, il y a aussi très peu de sports de ponte pour que la perche chaude accroche ses œufs. Donc, j'ai dit un peu plus tôt que c'était super important sa reproduction. Donc, ça, c'est ce qui est très critique dans la rivière. Puis ça, c'est souvent relié aux problématiques de bande riveraine parce que, comme je vous ai dit, c'est la végétation terrestre qui se retrouve dans la bande riveraine qui est utilisée comme support de ponte. Donc, je suis maintenant rendue à vous faire plus un portrait général du territoire. Donc, je vais commencer à vous parler un peu plus du bassin versant de la rivière. Donc, un bassin versant, c'est un territoire dont toutes les précipitations sont recueillies et entraînées vers un même endroit. Donc, moi, je vois ça un peu comme un entonnoir. Je peux vous faire une image. Donc, si une goutte d'eau tombe dans le bassin versant, elle va être automatiquement dirigée vers le cours d'eau. Donc, dans la rivière, le bassin versant de la rivière Saint-Jean fait 72 km². Donc, la principale occupation du sol est agricole avec 37% de la superficie. Il y a aussi beaucoup de milieux humides et de forêts. Donc, près du tiers du bassin versant est occupé par les milieux humides et il y a 23% de forêts. Il y a également 10% de milieux anthropiques. Donc, ce n'est pas surprenant, c'est la ville de Lavaltrie qui est vraiment plus au sud. Puis, il y a 1% de milieux aquatiques. Donc, la rivière Saint-Jean, au total, a fait 22 km de long. Donc, comme je disais aussi un peu plus tôt, il y a 5 barrages sur la rivière. Donc, c'est les petits points rouges sur l'image. Donc, vous pouvez voir un peu la répartition. Donc, elle prend sa source dans les tourbières de la Noret, puis elle se jette dans le fleuve Saint-Laurent au niveau de la ville de Lavaltrie. Son principal tributaire, comme vous venez voir apparaître, c'est la rivière Saint-Antoine. Donc, nous, on vous parle aujourd'hui de la perche chaude, mais il y a aussi plusieurs autres espèces aquatiques dans la rivière. Donc, on peut retrouver notamment le grand brochet et la barbotte brune. Donc, je voulais parler un petit peu plus de la zone du projet que nous, on a réalisé cette année. Noémie va vous parler plus tard en détail du projet qu'on a fait. Mais la zone s'est concentrée sur la portion urbaine de la rivière. Donc, c'est entre la rue Notre-Dame et le fleuve. Donc, au total, c'est 1,75 km de cours d'eau et 3,5 km de rive. Donc, il y a 74 propriétés riveraines résidentielles et 13 propriétés riveraines non habitées. Donc, maintenant, notre troisième petite question. Maintenant que vous savez un peu plus les problématiques par rapport à la rivière, un peu plus sur le portrait du territoire, je me demandais quelle action est-ce que vous étiez prêt à réaliser pour améliorer l'environnement de la rivière. Donc, il y a arrêter de monter l'eau dans la rivière, améliorer votre bande riveraine, installer un baril récupérateur d'eau de pluie, arrêter d'évacuer l'eau de sa piscine dans la rivière, contrôler les espèces exotiques envahissantes, aucune ou ne s'applique pas. On commence à être habitué, là, ça va vite. C'est ça. C'est le temps de choisir qu'est-ce qui nous préoccupe le plus ou qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Un petit dernier.
Et voilà. Donc, la majorité, vous voulez améliorer votre bande riveraine, on aime ça. C'est un peu notre objectif de la conférence que vous soyez en mesure de le faire. Puis, ben, c'est très accessible pour vous, là. Donc, ça tombe bien. Je pense que j'étais rendue à vous parler des bandes riveraines. Donc, une bande riveraine, c'est quoi? C'est une bande de végétation naturelle et permanente bordant un cours d'eau. Donc, c'est aussi une zone de transition entre les écosystèmes aquatiques et terrestres. Donc, la bande riveraine, dans le fond, elle commence où que nous, on appelle la ligne naturelle des hautes eaux. Donc, vous pouvez l'identifier avec l'endroit où l'eau monte au printemps et ce, de façon régulière. Donc, vous connaissez bien votre terrain puis votre rivière. On espère que vous savez c'est où. Donc, la bande riveraine, elle a plusieurs rôles qui sont bénéfiques à la personne, mais aussi qui peuvent jouer en votre faveur. Donc, c'est une barrière contre l'érosion. Donc, les racines des végétaux, principalement des arbres, des arbustes, augmentent la résistance de la rive face à l'érosion en retenant le sol. Ça permet donc d'éviter la perte de terrain, là, qui est une problématique que certains d'entre vous vivent sûrement. Ça filtre aussi contre les sédiments et les polluants. Donc, la végétation, ça freine le ruissellement de l'eau. Donc, une grande partie des sédiments et des polluants sont alors retenus dans la bande riveraine avant qu'ils atteignent le cours d'eau. C'est aussi un habitat pour la faune. Donc, certains d'entre vous ont peut-être déjà observé des petits oiseaux, des écureuils dans votre bande riveraine. Donc, ça sert au déplacement, à l'alimentation et d'abri pour la faune. Puis, comme on disait aussi, la végétation terrestre comme les arbustes peuvent servir de support de ponte pour la perche chaude. Ça régule aussi le cycle hydrologique. Donc, la végétation sert d'éponge en absorbant l'eau des précipitations, puis ça la libère par la transpiration. Ça diminue donc l'ampleur des inondations et des sécheresses, donc des phénomènes qu'on observe de plus en plus, là. Je pense notamment à cet été qu'on a eu beaucoup de sécheresse. Vous l'avez peut-être vu, le niveau d'eau était très bas. Ça fait aussi une protection contre le réchauffement de l'eau. La végétation surplombe le cours d'eau, ce qui fait de l'ombre. Puis ça, c'est fortement bénéfique pour la faune aquatique parce que l'eau froide contient plus d'oxygène. Ça sert aussi de brise-vent, surtout les arbres diminuent la vitesse des vents, fait que ça peut réduire des dommages causés aux infrastructures. Donc, je pense aussi à la rivière, nous, on a vu certains arbres qui étaient tombés. Donc, s'ils n'étaient pas là, c'est peut-être quelque chose d'autre sur votre terrain qui serait tombé à la place. Puis, ça maintient aussi la qualité du paysage. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est toujours plus beau de la végétation avec des belles fleurs colorées que notre béton, notre asphalte. Donc, dernier petit sondage avant que je cède la parole à Andréane. Donc, je me demandais si vous connaissez la réglementation en vigueur au niveau de la ville par rapport aux bandes riveraines. Donc, oui, un peu. Oui, très bien. Non, pas du tout. Oh, je sens qu'Andréane va avoir du travail à faire. Ben oui, c'est ça. Alors, roulement de tambour, encore quelques personnes. Une petite dernière. En 5, 4, 3, 2, 1. Donc, la majorité, c'est non, pas du tout, ou oui, un peu. Donc, ça va justifier encore plus la présence d'Andréane ce soir pour vous en parler. Donc, je vais lui céder la parole tout de suite. Ce sera pas très long. Petit problème technique de notre côté. Les joies de Zoom. Donc, Andréane, tu devrais avoir le contrôle. Tout devrait être beau. Oui. Est-ce que vous voyez la présentation? Tout est correct? Oui.
Vous m'entendez? Tout est beau? Bon, super. Dans le fond, moi, ma portion là, de présentation, je l'ai intitulée J'aime ma bande riveraine. Pourquoi? Ben, dans le fond, on vient de le dire, là, tous les bienfaits qu'elle a, qu'elle nous apporte au niveau de l'environnement, de la faune, de la flore, la bande riveraine. Et je pense que c'est un peu quand même une mal-aimée. Et qu'il faut apprendre à l'aimer davantage. Puis, tu sais, c'est quand même assez aussi culturel parce qu'on voit, si on recule dans le temps, les bords de rivière, ça arrivait souvent que les gens y mettaient leurs déchets, que les déchets s'en allaient dans la rivière. Les bords de l'eau non plus n'avaient pas la même valeur qu'aujourd'hui. Là, maintenant, on s'arrache les bords de l'eau. Donc, on s'en va vers vraiment, j'aime ma bande riveraine et je pense que c'est quelque chose qu'on peut cultiver aussi davantage. Là, le changement de diapo, oui, c'est bon, ça se fait. Donc, la bande riveraine, un joyau à protéger, c'est quand même un consensus qu'il faut protéger notre bande riveraine. Au niveau du ministère, dans leur langage réglementaire, ils appellent souvent la bande riveraine la rive, que dans le fond, c'est deux termes qui veulent dire la même chose. Qu'est-ce qui se passe au niveau de leur protection pour la bande riveraine? Il y a, dans le fond, la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables. C'est une politique qui est provinciale. Que dans le fond, la politique, elle a été faite, ça fait quand même plusieurs années. Celle-là date de 2015, mais ça redate un peu plus loin dans le temps. Et puis, dans le fond, la politique est provinciale. Elle dit un peu les grandes lignes, comment autoriser et ne pas souvent, des fois, autoriser certaines constructions ou travaux. Et puis, pour qu'elle ait force de loi, dans le fond, cette politique-là, elle est intégrée dans le schéma d'aménagement, dans le fond, de la MRC. Et puis après ça, elle est intégrée dans les règlements municipaux. Donc, toutes les municipalités du Québec ont plus ou moins une réglementation qui ressemble à ça. Très, très, très récemment, donc en mars 2022, le ministère a rajouté le régime transitoire de gestion des zones inondables des rives et du littoral. Dans le fond, ça découle des grandes inondations qui s'est passées en 2017-2019. Il y a eu beaucoup de remises en question par rapport au développement de nos zones inondables, de nos rives, de comment les entretenir. Et puis, dans le fond, le ministère a décidé de réactualiser sa politique qui datait quand même de plusieurs années. Et présentement, on a un régime transitoire. Il vient juste d'arriver, c'est mars 2022, que je vous dirais que nous-mêmes, on apprend à connaître et à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ce régime transitoire-là. Et puis, présentement, comme mes collègues sont en formation là, pour vraiment bien le connaître. Je vous remets un peu la même image qu'on a vue précédemment. Dans le fond, pourquoi c'est important à savoir notre bande riveraine, de quoi elle est composée, puis un peu ses limites. C'est parce qu'on ne peut pas faire les mêmes choses dans le littoral. Le littoral, dans le fond, c'est l'habitat du poisson, que c'est en dessous de la ligne des hautes eaux qu'on parlait tantôt. On a une ligne des hautes eaux où c'est grosso modo l'endroit où l'eau monte au printemps à peu près à tous les 2 ans. En dessous de ça, on appelle ça le littoral, puis on dit ça, c'est l'habitat du poisson. Que là, on va être plus restrictif, on veut à peu près rien y permettre. Tandis que dans la rive, la bande riveraine peut mesurer entre 10 et 15 mètres. Pour la déterminer, ça va dépendre de la part du cours d'eau que vous avez. Et dans la rive, là, il y a d'autres réglementations par rapport à ça. Si je vous parle, c'est ça, je vous montre une image du littoral, que dans le fond, le littoral, on peut vraiment pratiquement rien y faire. C'est l'habitat du poisson, on ne veut pas y toucher, on veut le conserver. Et puis, les seules choses qui peuvent être permises là, dans la réglementation, c'est, exemple, un quai. Là, on est dans la rivière Saint-Jean, ça s'y prête mal, mais la photo, c'est plus un quai qui est mis là, soit dans le fond, dans le littoral du fleuve. Mais c'est pour vous donner un exemple de ce qui peut être permis. Après ça, on a la réglementation dans la rive. Dans la rive, il y a certains aménagements qui peuvent être permis. Exemple, qu'est-ce qu'on autorise? Vous avez un terrain qui est totalement boisé sur votre rive. On va autoriser que vous fassiez une ouverture de 5 mètres pour aller, dans le fond, vous rendre jusqu'à l'eau. On peut aussi autoriser des fois un cabanon, une piscine, en prouvant que vous n'avez pas de place ailleurs sur votre terrain pour installer ces différentes infrastructures-là. Par contre, le nouveau régime que je vous parle, qui est entré en vigueur en mars 2022, ils ont enlevé certains droits. Avant, c'était plus facile de se mettre un cabanon dans la rive. Maintenant, ça va être beaucoup plus difficile à justifier. Et puis, qu'il va y avoir des petites précisions par rapport à ça. Mais on ne permettra pas une maison totalement dans la rive. Une maison qui voudrait s'installer dans la rive, ça ne serait pas permis. Il faut vraiment avoir
un terrain à l'extérieur de la rive pour la maison, mais des fois, un élément accessoire comme un cabanon peut être permis. Comment être un riverain responsable en raison de cette réglementation-là? Dans le fond, le conseil le plus facile que je vous donne, là, c'est soyez paresseux. D'entretenir le moins possible la bande riveraine. Que dans le fond, si vous dites, moi, présentement, j'ai du gazon jusqu'au bord là, de l'eau avant que ça devienne super à pic, que vous n'êtes pas capable d'y aller, bien, peut-être de juste commencer à dire, bien, j'arrête de tondre. J'arrête de tondre ma bande riveraine, puis je la laisse aller. Puis, juste comme ça, avec la végétation va quand même se semer, s'ensemencer. Puis avec le temps, c'est sûr, sur plusieurs années, ça va devenir assez naturel puis avoir quelque chose d'intéressant. Si vous voulez mettre un peu plus, un peu la PowerPoint. Oui. Bon, comment bonifier sa bande riveraine? Si vous êtes un peu plus impatient, vous vouliez avoir quelque chose de plus beau, plus rapidement, bon, ben, dans le fond, il faut retenir qu'une bande riveraine de qualité, pour avoir tous les bienfaits qu'on a vus tantôt, il faut qu'il y ait des herbacées, des arbustes et des arbres. C'est comme ça qu'on a vraiment la bande riveraine idéale. Je vous conseille quand même de planter les arbres assez loin du cours d'eau. Parce que vous connaissez le secteur, là, quand on s'y promène, il y a beaucoup d'arbres qui sont vraiment proches là, de la rivière et qui finissent par tomber dans le cours d'eau parce que dans le fond, la berge n'est pas assez solide et puis elle s'effondre dans le cours d'eau. Vraiment de se laisser une distance adéquate là, pour planter l'arbre. Qu'est-ce qui est le plus idéal, c'est de planter des végétaux dits indigènes. Indigène, c'est un beau mot pour dire que les végétaux, ils viennent du Québec, sont adaptés à notre région. Que c'est des végétaux qu'on va retrouver un peu partout dans nos boisés ou nos milieux naturels. Pourquoi il faut choisir ça préférablement? Bien, c'est parce qu'ils sont adaptés, ils ont beaucoup moins de maladies, ils vont être tough pour nos hivers un peu difficiles avec de la neige, du verglas, de la glace, tout ça, que ça va être des bons choix là, pour ne pas devoir recommencer tout le temps. Vous pouvez demander l'aide d'un professionnel pour vous aider à faire ces plans-là. Ça peut être intéressant. Puis, on vous recommande toujours de planter à l'automne ou au printemps. Tantôt, on en a parlé avec les étés qu'on a de sécheresse et qu'on vit. C'est sûr que les plantations d'automne et de printemps sont à privilégier pour vous, dans le fond, pour avoir un meilleur taux de succès. Je vous invite, si vous voulez plus d'informations, on a une section sur le site Internet de la Ville de Lavaltrie. Dans le fond, vous allez dans Services aux citoyens, l'onglet Environnement, puis après ça, il y a une section qui s'appelle Bande riveraine. Dans cette section-là, on va vous donner des conseils comment aménager votre bande riveraine, des sites Internet que vous pouvez consulter, puis vous allez avoir aussi des liens qui vont vous envoyer vers la réglementation en vigueur. Karine, est-ce que tu peux changer? Je pense que c'est toi qui as le contrôle. Non, C'est bon. C'est pas moi, mais tu peux utiliser peut-être les flèches que tu vois en bas, mais sinon, il n'y a pas de problème, ça va bien. OK, parce que là, j'essaie, elle ne rechange pas. Celle-là, c'est ça, c'est 2 liens, dans le fond, vers des sites Internet pour aller vous choisir des végétaux qui sont assez intéressants, le bande riveraine puis Québec vert, qui vont vous aider à choisir des plants pour votre bande riveraine. Dans le fond, ça, c'est si tout va bien. Si, dans le fond, votre bande riveraine n'est pas en train de décrocher, vous n'avez pas d'arbre de tomber, la vie va quand même bien de votre côté, vous pouvez, dans le fond, comme vous voulez. Par contre, si vous avez un problème d'érosion, comme on peut voir un peu sur la photo, on voit que la berge est vraiment sur le sable à nu. Il n'y a plus aucune végétation qu'on voit. Et puis, quand tu vois ça, c'est sûr qu'avec les années, ça va débouler le bout, puis en plus, la pente est vraiment brute. Que dans ces cas-là, dans le fond, il faut vraiment envisager des travaux de stabilisation assez sérieux pour le faire, pour contrer là, cette problématique-là. Du moment qu'on parle de travaux de stabilisation, il faut dire tout de suite, on est dans la rive, on est dans le littoral, ça prend une demande de permis à la ville pour commencer ces travaux-là. Petit conseil, plus vite on stabilise, moins on perd de terrain. Parce que si on a une pente qui est super abrupte comme ça, elle va tomber, puis ça va toujours s'empirer. C'est rare que ça va se régler tout seul parce qu'on va toujours avoir du sable à nu. Ça va tomber, il n'y aura pas de végétation, puis le problème ne se réglera pas tout seul. Demande de permis. Dans le fond, le règlement, qu'est-ce qu'il dit? C'est quiconque désire aménager, ériger, modifier ou réparer un ouvrage, c'est assez large, là, ces termes-là, dans le littoral, sur la rive d'un cours d'eau ou dans une zone inondable. Et du moment qu'on est proche d'un cours d'eau ou la zone inondable, c'est davantage pour la portion qui est du fleuve Saint-Laurent,
Mais du moment qu'on pense faire des travaux là, qu'on veut soit travailler dans la berge, soit y mettre un cabanon, soit faire quelque chose, il faut tout de suite avoir le réflexe d'aller soit vous appeler à l'urbanisme, vous avez le poste qui est là avec l'adresse générique, que vous pouvez envoyer vos questions là. Et puis, généralement, qu'est-ce qu'ils vont vous dire, c'est que vous allez devoir faire une demande de certificat d'autorisation. C'est le formulaire général qui est utilisé. Puis là, vous allez décrire qu'est-ce que vous voulez y faire par rapport à vos travaux. Exemple de travaux, ça c'est bon cop, bad cop un peu au niveau de la stabilisation, là. Ici, à gauche, on a un ouvrage effectivement de stabilisation qui a été fait. 100% enrochement. Quand on réfléchit, dans le fond, au bienfait qu'on a parlé tantôt par rapport à la bande riveraine, qu'on disait que la présence de végétation ralentissait, dans le fond, les sédiments qui s'en allaient vers le cours d'eau. On disait que lorsqu'il y avait de la végétation, dans le fond, lorsqu'il y avait de la végétation, ça pouvait servir à la faune comme support de ponte. Ça pouvait être, même les tortues aiment ça, les oiseaux. Que dans le fond, avoir un enrochement comme là, 100%, en plus que ça réchauffe l'eau qui est juste à côté, c'est pas souhaitable. Puis, effectivement, ça a été permis dans le passé. Là. Je ne vous dirais pas qu'il n'y en a pas à la Valtrie, on en voit souvent. Et ça a été permis dans le passé. Cependant, ça ne l'est plus. Si vous arrivez, dans le fond, à faire une demande de permis puis à nous dire, moi, je mets 100% de la roche, mais on va vous dire non, c'est pas ça qu'on veut. Puis, la réglementation, on va vous permettre de mettre de l'enrochement quand vous allez prouver que, dans le fond, il y a vraiment un problème d'érosion. On voit votre berge, il y a un problème d'érosion, on va dire oui, probablement que juste au niveau de la stabilisation végétale, surtout la portion fleuve, ça va être difficile, qu'on va dire, OK, on va vous permettre de mettre de la roche. Cependant, on va dire qu'il faut absolument y intégrer de la végétation. Que là, on a différentes photos. On a c'est comme le mur de soutènement à l'ancienne qui était 100% béton. Puis là, on a cette image-là qui est dans le fond quand même avec des bouts de bois qui est assez naturelle. Puis la végétation qui vient être juste là, dans le fond d'être ensemencée puis d'être plantée. Ça, c'est l'année 1, mais par les années suivantes, après ça, on ne verra plus rien, puis ça va quand même faire une belle végétation. Par contre, c'est assez abrupt là, comme pente que ce n'est pas souvent la solution qu'on retient. Ici, sur cette image-là, on a vraiment 100% de la végétation. Là, ça s'appelle la technique Fago-Fascine. Je sais qu'on va en parler un peu plus tard que je n'allonge pas, mais ça peut se faire là, lorsque le terrain le permet, des pentes douces, tout ça. On peut faire un aménagement qui est solide juste avec de la végétation. Puis, souvent, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on a un problème assez important d'érosion, c'est qu'il va y avoir comme... Ils vont aller au bas, ils vont mettre un enrochement qui s'appelle une clé d'enrochement. Et puis, après ça, ils vont monter l'enrochement dans la berge. Et à chaque interstice, dans le fond, c'est les trous qui sont présents entre les grosses roches. Il va y avoir de la végétation qui va être plantée. Ils vont mettre comme une espèce de jute, de la terre dedans, puis des arbustes qui s'acclimatent à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on permet plus? C'est qu'avant, l'enrochement était juste, ça partait du bas, ça s'en allait jusqu'en haut, puis des fois, on en mettait en haut, là, on en met de l'enrochement. Maintenant, c'est plus permis. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va dire? C'est que oui, on reconnaît que certaines situations nécessitent d'avoir de l'enrochement. Cependant, on va dire, tu peux en mettre au bas pour soutenir, tu vas pouvoir en mettre à une certaine hauteur, mais on va se fier aux cotes que souvent on a qui sont fournis par les arpenteurs, c'est les cotes d'inondation. Qu'on va avoir la cote qui dit, ah, ici, il y a de l'eau qui va se rendre là jusqu'à peu près à tous les 2 ans, moyen. Puis là, on a la cote jusqu'à 20 ans, qu'on va savoir jusqu'où l'eau va fréquemment. C'est à peu près entre les deux, là, dépendamment des aménagements, qu'on va permettre que l'enrochement va pouvoir monter. Après ça, on se dit que, dans le fond, l'eau, elle n'ira pas vraiment souvent, là. Quand on parle d'une cas d'inondation 20 ans, ça veut dire qu'exceptionnellement, comme les inondations de 2017-2019, là, sont collées, là, ça fait bizarre au niveau des années pour les statistiques, mais c'est supposé d'être une inondation qui arrive une fois par 20 ans. Que dans le fond, si on se dit que de ça va arriver une fois par 40, une fois par 50 ans, mais si on met juste de la végétation, ça va être vraiment, vraiment suffisant là, pour permettre de maintenir la berge en état. On va permettre de l'enrochement, mais on va faire en sorte que ça va y aller mollo. Puis, on va voir la diapo suivante. Là, on voit l'enrochement à gauche, là, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a assez haut, que ça, c'est pas ce qu'on privilégie. Par contre, on sait que quand c'est bien fait, là, dans le fond, un enrochement qui serait peut-être un peu plus bas,
Puis lui, il n'était pas terminé, là, ce projet-là. Dans le fond, les plantations n'étaient pas faites. Si on s'en va à l'image à droite, c'est à peu près ça que ça donne, un enrochement qui est tout végétalisé là, après quelques années. Là, habituellement, en 3 ans, 4 ans, là, c'est à peu près 100% couvert. Que là, on se retrouve avec une berge qui est, oui, enrochée, qui est solide, qui ne déboulera plus, parce que c'est ça qu'on veut. On veut que ça arrête de débouler, là, dans le fond, les berges, parce que quand ça déboule, ça l'amène plein de sédiments dans le cours d'eau. Que là, le cours d'eau, il se retrouve comme tout enlisé. La profondeur, dans le fond, c'est comme si le cours d'eau il est moins profond. Avec les sédiments, souvent, ça l'amène, surtout dans le milieu agricole, ça va amener tous les pesticides, les engrais chimiques qui vont suivre dans le cours d'eau, puis finalement, que ça va faire une pollution. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est se dire, bon, on va faire vraiment un ouvrage de stabilisation. On veut absolument qu'on ait beaucoup de végétation parce qu'on va retirer les bienfaits qu'on a parlé tantôt. Puis, on clôt le sujet, là, dans le fond, ça devient solide. Puis, notre berge, elle ne tombera plus avec les effets là, pervers qu'on peut avoir au niveau de l'environnement. Que ça finissait le volet un peu comme qu'est-ce qu'on peut aménager, pas aménager dans le littoral à Rive. Par rapport à la politique relative à la gestion des cours d'eau. Il y a une autre politique. C'est une politique qui découle d'une loi provinciale aussi. La compétence est transférée à la MRC. C'est le gouvernement provincial dit, toi, la MRC, tu vas t'occuper de ça. Puis nous, la MRC, a dit, bon, ben toi, la ville, tu vas t'en occuper finalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est que la ville est responsable de la libre circulation des eaux. La libre circulation des eaux, ben, dans le fond, si on le prend à l'inverse, qu'est-ce qui peut entraver la circulation? Ça peut être un arbre. On voit sur l'image là, un arbre qui est tombé. Il est tombé tout dans le cours d'eau. Après ça, ben, avec, exemple, il est tombé à l'été, là, il se passe l'hiver, le printemps, il va avoir beaucoup de sédiments qui vont être accumulés, des déchets. Puis, à la longue, ben, ça fait que l'arbre, dans le fond, il va quand même, il va passer un petit peu d'eau en dessous, mais à un moment donné, il en passe presque plus. Puis ça, après ça, ben, ça peut soit que tu as trop d'eau d'un côté, après ça, l'eau peut passer d'un côté, aller abîmer la berge, que ça crée des problématiques. Que ça, on considère que c'est une entrave à la libre circulation de l'eau. On nous appelle aussi pour des barrages de castors. Régulièrement, là, les gens nous appellent, il y a un barrage de castors. Bon, ben, on va engager quelqu'un pour aller trapper le castor, pour aussi aller, dans le fond, démanteler le barrage de castor et puis repermettre la libre circulation de l'eau. La diapo suivante, ça va être un peu plus, qu'est-ce qui arrive dans le fond, vous êtes des riverains, qu'est-ce que vous devez faire si vous avez un arbre qui est soit tombé dans le cours d'eau ou soit que vous le regardez puis il est mort. On a beaucoup d'acryl du frêne là, dans ces années-ci, là, que nos frênes sont beaucoup affectés. On les voit, là, on les voit debout, ils ont presque plus de feuilles, puis on sait que dans un avenir très rapproché, ils vont possiblement être morts et tombés. Que là, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est les travaux publics. Tantôt, on était avec l'urbanisme, mais celui-là, c'est les travaux publics qui s'occupent de ça. Dans le fond, je vous ai mis le numéro de téléphone, l'adresse qui est générée, et que vous passez un coup de fil à la ville. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se rendre sur les lieux pour déterminer si l'arbre, dans le fond, l'arbre est acquis. C'est la première question qu'on a. Exemple, si l'arbre est debout, ben, c'est assez facile. On va prendre un point GPS du positionnement de l'arbre. Puis après ça, nous, on va comme rentrer la donnée dans le logiciel, on va voir, puis ça va nous permettre de voir avec la matrice, dans le fond, vos limites de vos propriétés. On va voir s'il est sur votre propriété ou il est sur la propriété de la ville. Dans le fond, qu'est-ce qui va se passer? C'est s'il est sur votre propriété, on va vous dire, bien, vous êtes responsable de payer malheureusement les travaux, étant donné que c'est sur votre propriété. Si c'est sur la propriété de la ville, bien, à ce moment-là, c'est la ville qui va engager un émondeur pour venir, dans le fond, couper et ramasser les débris de l'arbre. Par contre, un petit détail, c'est que même si l'arbre est sur votre propriété, on demande que, dans le fond, le citoyen nous appelle pour nous dire quand il va avoir les travaux vont se faire, puis la ville va se déplacer pour aller voir que tout est correct et conformément réalisé. Puis un petit dernier, peut-être à la ville, dans le fond, gère beaucoup de règlements. Règlement d'abattage d'arbres, je prends quelques minutes juste pour vous en parler parce que c'est relativement nouveau. C'est un règlement qui a été adopté l'année passée, qui dans le fond est en vigueur depuis 2021. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est qu'avant, tout le monde pouvait couper n'importe quel arbre sur leur terrain sans aucun problème. Avec le règlement, qu'est-ce qu'on vient établir? C'est que oui, on peut couper des arbres, mais pour des bonnes raisons. On va dire, je les ai mis ici là, en haut les motifs qu'on va permettre de couper l'arbre. Bon, tantôt, j'ai parlé de la grille du frein.
que bien sûr, là, du moment qu'on voit qu'un arbre est atteint de la grille du frein, il n'y a pas de problème. On va vous permettre de couper l'arbre. L'arbre est dangereux, on voit qu'il penche, qu'il va tomber sur un cabanon de maison, on va permettre. D'autres choses qu'on peut permettre, oui, c'est quand vous avez un minimum d'arbres à respecter. Exemple, on les voit ici, là, on a fait ça par superficie de terrain. Si vous avez un petit terrain, mettons, on a mis pratiquement 6000 pieds carrés, on vous demande d'avoir 2 arbres sur votre terrain. Et si vous avez 6 arbres sur votre terrain, on ne vous le conseille pas, mais si vous voulez en couper quelques-uns, exemple, vous voulez vous installer une piscine, vous n'avez plus de place, il y a un arbre, vous allez pouvoir le couper sans dans le fond, demande de permis. Par contre, exemple, vous me faites une demande de permis, vous avez un terrain ici, là, 12 000 pieds carrés, que vous avez un arbre qui est atteint de la grille du frein, que vous devez couper. On va vous permettre de couper parce que dans le fond, l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable. Puis là, on va regarder le nombre d'arbres que vous avez sur votre terrain. Et si jamais vous avez 3 arbres, en coupant votre frein, vous en avez juste 2, qu'est-ce qu'on va vous demander? C'est que vous devez respecter le nouveau règlement. On va dire, il faudrait que vous plantez 2 autres arbres supplémentaires pour respecter le minimum d'arbres. En passant, quand on a fait le nouveau règlement d'abattage, on a aussi mis en place une subvention à la plantation, que dans le fond, le but, c'est de vous donner un montant d'à peu près 50 là, de la valeur de l'arbre pour vous permettre d'acheter un arbre de plus gros gabarit, puis vous aider là, à respecter cette réglementation-là. Ça termine ma portion, que dans le fond, je voulais savoir si vous aviez des questions relatives à la réglementation. Donc là, c'est le temps de se dégourdir. Vous pouvez soit poser votre question directement dans le chat, le clavardage, ou lever votre main. En attendant que tout le monde... Ah, ben tiens, j'ai Yann Trudel. Tu peux ouvrir ton micro. Tu avais déjà une question dans le clavardage, mais je te laisse poser ta question. J'ai posé plusieurs questions dans le clavardage de 1. De 2, c'est quoi je ne sais pas si ça a rapport avec les réglementations, mais est-ce que c'est quand les limites pour aller pêcher à perche chaude sur la rivière Saint-Jean? Je ne sais pas si... C'est une réglementation qui est provinciale. Mais on pourra y revenir à la fin, si vous voulez. Okay. On va se concentrer sur les questions qui vont toucher à la réglementation pour Andréane, donc à la ville par rapport à ce qu'elle vient de mentionner au niveau des bandes riveraines, des plantations et tout ça. Tu avais posé d'ailleurs une question, est-ce qu'on peut déplacer une plante de la forêt vers la bande riveraine? Donc, je ne pense pas que c'est une réglementation, mais je ne sais pas si Andréane, tu peux répondre à ça. On peut, dans le fond, déplacer une plante de la forêt vers la bande riveraine. Est-ce que c'est la bonne façon? Bien, dans le fond, la question à se demander, c'est si tu t'en vas chercher ça dans une forêt, puis finalement, tu prends des plantes qui sont dans une érablière à sucre, puis tu t'en vas mettre ça dans ta bande riveraine. Mais là, on parle de 2 habitats qui sont différents. Que ça ne veut pas dire que la plante que tu vas choisir va bien s'adapter au milieu parce que ce n'est pas le même milieu. Que dans le fond, qu'est-ce qui est recommandé de faire? C'est un peu de regarder, vous regardez entre voisins un peu plus loin. Souvent, il y a quand même des végétations qui sont naturelles, que c'est de regarder un peu plus loin quelles végétations qui sont présentes. Puis là, tu comprends un peu la végétation que tu peux, qui est optimale là, de déplacer et de mettre dans ta bande riveraine. Mais sinon, il y a des listes aussi, là. Il y a plein de listes qui existent de végétation adaptée à la bande riveraine. Et je rajouterais aussi qu'il faudrait absolument bien connaître la flore pour procéder à des activités comme ça, parce qu'on peut aussi avoir envie de déplacer des belles plantes pour les apporter chez nous. Puis il y a certaines plantes qui sont en situation précaire, donc il faut y aller avec parcimonie de ce côté-là. Puis il y a plein de belles variétés en pépinière, là, de plus en plus au niveau de la flore indigène. Exact. Est-ce qu'on avait d'autres questions pour Andréane? Moi, j'en aurais peut-être une. Je ne suis pas participante, mais Andréane te parlait un peu plus des limites des propriétés, puis par rapport à l'abattage d'arbres, puis que dans le fond, il y a des limites qui appartiennent aux gens, donc leur terrain, puis qu'il y a une portion qui est à la ville. Est-ce que tu peux juste préciser, dans le fond, où va la limite de la ville? Parce que certaines personnes qui peuvent penser que, par exemple, la bande riveraine est sur le terrain de la ville, donc peut-être juste parler. C'est bon. Oui. Dans le fond, habituellement, non, les bandes riveraines sont tout le temps sur les terrains des résidents. Là. Je dirais dans 95% des cas, c'est pas mal tout le temps. La rive appartient aux résidents. La ville, souvent, qu'est-ce qu'elle peut avoir? C'est vraiment le littoral, la partie où il y a de l'eau de la rivière. Que là, ça peut être ça.
Par contre, dépendamment des rivières, comme quand on regarde Rivière Saint-Jean, là, dans le coin vraiment plus vers son histoire, là, vers le fleuve Saint-Laurent, ça, c'est assez bizarre, là, dans le fond. On a un propriétaire d'un côté, un propriétaire de chaque côté, là, rive droite, rive gauche. Et dans le milieu, on a d'autres propriétaires. Des fois, c'est un propriétaire voisin à qui qui possède également la rivière, puis je pense qu'il ne sait même pas là, que ça peut avoir lieu là, en propriété. Puis sinon, ben, qu'est-ce qui est plus standard, c'est que dans le milieu, dans le fond, il y a une séparation de l'eau. C'est comme si c'était la rivière, qu'elle a 10 mètres. On trace une ligne dans le milieu. 5 mètres d'eau va être associée à la propriété du voisin, mettons, à droite, puis 5 mètres d'eau va être associée à la propriété du voisin à gauche. Que finalement, dans ce cas-là, la ville n'a comme pas de propriété de rivière. Ça peut arriver aussi. Ça dépend vraiment des situations. Là, on en voit de toutes les couleurs du territoire. Super, merci. Monsieur Chénard. Oui, concernant les arbres, deux choses. J'ai mon voisin de droite, ben, peu importe où, sur son terrain, sur sa rive, il y a vraiment un arbre très mature, très, très gros. Il est mort. Il ne fait plus de bourgeons, il ne fait plus de feuilles. J'en ai parlé, dans le sens que c'est sur son terrain, mais éventuellement, ça va pourrir, ça va mourir, ça va tomber. Puis, ça pourrait être dommageable pour les maisons. Je me demandais à quel point je pourrais intervenir versus son terrain. Est-ce que je pourrais juste avertir la ville qu'il y a un certain danger? Oui, ça, mettons, avertir la ville qu'il y a un danger, ça peut être correct, là, ça peut être intéressant. Dans le fond, toi, tu ne peux pas vraiment obliger ton voisin à dire coupe-les. C'est ça, c'est assez difficile. À part quand même au niveau légal, tu peux le faire, mais si tu dis que ça va vraiment nuire de façon prononcée là, à tes biens à toi. Exemple, ta maison est proche, puis l'arbre de ton voisin est proche de tomber dessus, là. Ça, tu pourrais. Mais sinon, dans ces situations-là, non, tu ne pourrais pas. Que oui, appeler à la ville. On peut faire des démarches, mais on ne peut pas l'obliger non plus, là, si l'arbre est sur son terrain, là, de le couper. Je pense qu'il est d'accord, c'est juste son inaction qui m'inquiète, en fait, parce que j'en ai parlé, puis il était d'accord, mais c'est ça, des fois, c'est de prendre l'action avant que ce soit trop tard. Fait que ça, c'était ma première question, donc je vais appeler à la ville, puis j'imagine que quelqu'un pourrait venir évaluer la situation en premier. Oui, c'est sûr. Là, tout est encore gelé, que je vous dirais que ça va prendre. On va attendre le printemps qu'il y ait des feuilles puis que ça ait l'air, dans le fond, qu'on va être capable de constater qu'est-ce que ça a l'air. Je ne le vois pas en danger, mais j'aime mieux agir avant le meilleur argument pour le convaincre, c'est que ça va coûter beaucoup, beaucoup moins cher de le faire couper debout que lorsqu'il va être tombé dans la rivière. Les coûts, là, ils augmentent beaucoup. Oui, je vous crois. Et surtout s'il tombe sur ma maison. Puis la deuxième question, elle se ressemble dans le sens que l'autre côté de la rive, moi j'habite vraiment l'autre côté de l'école secondaire. Okay, puis j'ai beaucoup d'arbres. Là. Si vous connaissez la place, c'est un genre de mini-forêt. Puis il y avait justement une bonne partie d'un arbre qui tombait dans la rivière. Ils sont venus couper assez rapidement, je vous dirais, justement, sur mon appel, pour pas que ça tombe dans la rivière, que ça fasse un blocage, surtout au printemps. Puis l'intervention, c'est plutôt au niveau des élèves de l'école secondaire. J'ai des enfants moi-même, j'ai des ados, OK? Fait que je ne veux pas juste dire que c'est la faute des ados puis ça, mais ils sont très irrespectueux au niveau de l'environnement. Moi, tous les midis, je fais du télétravail, puis la fenêtre qui est en bas de moi donne sur la rivière, là, présentement. Oui. Tous les midis, je dois ouvrir la fenêtre, puis je dois les avertir d'arrêter d'arracher des branches, de les garrocher dans la rivière, de frapper sur les arbres. Puis j'ai appelé l'école à multiples reprises. Ils se déresponsabilisent totalement. J'ai de l'air fâché en plus quand je parle, excusez. J'ai vraiment l'air fâché, mais on dirait que ça vient me chercher un peu. J'ai appelé la police, il n'y a aucune réaction. Mais je n'ai pas appelé la ville, par exemple. Fait que vous êtes peut-être là pour m'aider là-dedans parce que là, tu sais, je veux dire, les jeunes, c'est plate, mais ils vont avoir chier. J'ai beau vouloir intervenir, puis moi aussi, un peu, peut-être je m'y prends mal, je vais écrire après au lieu de peut-être parler, mais peut-être m'aider. Ou encore là, réglementation, là, je vais peut-être trop vite, puis je vais peut-être des questions que je vais regarder pour la fin, mais je vous laisse parler, je suis désolé. C'est assez difficile hein, de conscientiser là, les jeunes. Là. Sincèrement, je pourrais pas dire comment, au niveau réglementaire, on ne peut pas nous non plus intervenir, là, qu'il faut y aller plus avec des organismes qui vont faire le lien pour les sensibiliser, là, mais j'ai malheureusement pas de, c'est un beau de solution. Est-ce
est-ce que je continue à intervenir, mais est-ce que la Ville a intervenu auprès de l'école pour conscientiser les jeunes ou conscientiser la direction que peut-être ils disent que c'est à l'extérieur de leur territoire, mais le terrain de soccer est leur territoire, puis c'est drôle, juste passer ça. Mais le terrain de soccer est la propriété de la Ville, que quand ils vous disent que le terrain de soccer ne leur appartient pas, ils ont raison. Puis dans le fond, la berge est aussi à la Ville. Non, on n'a jamais eu de conversation avec l'école que les jeunes faisaient ça, puis moi-même, je n'avais pas l'information. Je peux le prendre en note et me dire que, dans le fond, ça, c'est plus mes collègues qui font le lien avec les écoles là, que je pourrais demander, voir si elle peut faire une intervention de sensibilisation. C'est quoi votre nom, ton nom? Oui, il n'est pas écrit, c'est Andréane Bergeron. Andréane, il y a Yann, d'ailleurs, que j'adore déjà, c'est mon ami, qui vient de corroborer mes faits dans le chat, qui dit qu'il va à cette école-là, puis que c'est vrai, puis c'est... Écoute, on compte. Vous avez parlé de castor. Là, moi, il y avait un castor il y a 2 ans vraiment dans mon bout. Il a ravagé ma bande riveraine. Là, il mangeait tout. J'ai mis du grillage à poule autour de mes arbres, tout ça. Là, puis peut-être qu'ils vous avez pris des photos de ça. En tout cas, c'est pas dans mon cahier, mais j'ai protégé ma bande riveraine du castor. Puis je voudrais que les étudiants, de l'autre côté, ils font à peu près la job du castor, mais conscientisés. Ils sont conscients de ce qu'ils font, là. On va espérer que Yann puisse devenir notre ambassadeur côté jeunesse. Ça serait cool. Ouais. On va un petit peu de pression. Message pour toi. Ça serait vraiment là. Yes. OK, Donc, je laisse parler les autres. Je suis désolé. Je vais avoir d'autres questions à la fin. Fait que je vais les garder à la fin. Super, merci. Jérémy. Bonjour à tous. Je voulais juste apporter un petit complément d'information pour la question de Yann pour le déplacement des espèces au milieu forestier versus forêt riveraine. En théorie, terre privée, pas de problème. Par contre, je vous déconseille de venir piger sur les terres publiques. Vous pourriez avoir une amende là, si un garde-chasse vous attrape. Si vous n'avez pas le droit d'aller cueillir, par exemple, d'aller dépelleter des cèdres en terre publique et d'aller les replanter chez vous. C'est une pratique qui est illégale. Donc, en terre publique, faites toujours attention, surtout en CEPAC. On sait qu'en CEPAC, donc, ne commencez pas à les cueillir en CEPAC et transférer. Là. Donc, oui, si vous avez un ami en terre privée qui a une forêt, vous pourriez le déplanter. Mais en terre publique, terre, ce n'est pas un jardin public. Donc, on reste sur les sentiers, sur les chemins, tout ça. On ne va pas en forêt chercher du matériel. C'est complément d'information. Excellent. Merci, Jérémy. Merci, bon à savoir. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Andréane avant de poursuivre avec Noémie? Je pense que c'était clair. En tout cas, vous allez avoir accès à la présentation à la toute fin pour ceux qui seront intéressés. Puis de toute façon, vous avez nos coordonnées. Pardon? Oui, il y avait une question. C'est bon. C'est peut-être pas encore une fois de la ville, mais la servitude. Mettons, ça part de où, ça finit où? La servitude est à qui? Dans le sens que moi, j'ai un gros cabanon. Je pense que je suis dans servitude. C'est pas déplaçable. Je penserais que ma piscine est dedans. Ça, c'est déplaçable. Si le terrain, à un moment donné, c'est foire, je pense que, ou même c'est vraiment général, là, puis large comme question, je m'excuse. On m'a même déjà dit, écoute, si la ville arrive, ils disent, regarde, à partir de là, c'est rendu à nous autres, toi, tu n'as plus d'affaires ici, on peut presque m'expatrier de mon propre terrain un peu. Est-ce que vous auriez plus d'informations à ce niveau-là? C'est là, une servitude, absolument, dans ton coin, c'est un peu étrange aussi. Là, on n'a pas vraiment de servitude, à moins que peut-être ça peut être. Habituellement, on a des servitudes d'égout d'aqueduc. Est-ce que c'est ça? Parce qu'il faut vraiment. C'est pas ça. Il n'y a peut-être pas de servitude, finalement. Là. C'est peut-être juste zone inondable, puis le fait qu'il y a un danger d'affaissement. Oui, c'est ça. Ça peut être des contraintes de zone inondable, effectivement. Là, on a des zones inondables dans ce coin-là. Au niveau, c'est un peu la même réglementation. On va regarder si tu veux mettre un cabanon, on va dire est-ce que tu es en zone inondable? Puis là, on a toute la réglementation qui va s'appliquer. Effectivement, si tu es en zone 0-2 ans, c'est non. Si tu es en zone 0-20 ans, si c'est maintenant, avec le nouveau régime, là, ça va être pas mal, presque non. Là, on est en train de regarder, mais on pense qu'ils vont le permettre sous certaines réserves, là, puis ça va être compliqué. Que oui, dans le fond, il y a des restrictions, mais ce n'est pas une servitude. Là. Si on compare, par exemple, les gens qui sont le long du fleuve, on a vraiment des servitudes parce que notre réseau d'égout passe là. Que là, dans le fond, ils ne peuvent pas venir se mettre un cabanon parce que nous, il faut avoir accès en tout temps
à notre réseau d'égouts. Par contre, c'est une servitude en bonne et due forme. Quand tu achètes ton terrain, c'est vraiment notarié, qui va être écrit de là à là, comme un peu une servitude de Bell ou d'Hydro. Ça va être écrit de là à là, tu ne peux pas faire parce que tu es une servitude. Que je pense que si tu avais une vraie servitude, tu le saurais. C'est peut-être plus une rive que dans le fond, tu as des restrictions d'aménagement, puis une plaine inondable que aussi tu as des restrictions là, dans tes aménagements. Parfait. Je pense que je mélange peut-être avec mon ancienne maison au niveau de servitude, mais non, la zone 0-100 ans, je suis même à l'extérieur. Malgré que la zone 0-100 ans, on dirait que de plus en plus, je m'inquiète, là, mais ça dépend des années. Mais non, je suis à l'extérieur de ça, là, mais je me demande si vous avez. Ouais, okay. Ça répond à la question. Merci. C'est bon. Super. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Merci beaucoup, Andréane, pour toutes ces informations. On poursuivrait maintenant avec la portion de Noémie qui serait plus au niveau du projet en tant que tel, les résultats, vos cahiers de propriétaires et tout cela. Oui, allô tout le monde. C'est moi qui va prendre le relais pour le suite de la présentation. Juste m'assurer que j'ai le contrôle de la présentation. Oui, parfait. Donc, c'est ça, je vais vous présenter le projet qui a 3 volets. Le premier volet, c'est de l'acquisition de connaissances. Donc, c'est là qu'on est allé faire la caractérisation du milieu. Ensuite, on a le volet mobilisation, qui est les cahiers de propriétaires que certains d'entre vous ont reçus. C'est là-dedans aussi que s'inscrit la conférence de ce soir. Puis, pour terminer, on a le volet restauration, où on a fait l'aménagement de 4 bandes riveraines, puis on a fait une distribution d'arbustes. Donc, pour ce qui est des résultats de la caractérisation des bandes riveraines, d'abord, là, ça, c'est la carte, c'est comme un zoom de ce que Marie-Pierre vous avait présenté tantôt. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur à l'écran, là, tantôt, je pense que je ne voyais pas celui d'Andréane. Mais pour vous situer, ici, on a la rue Notre-Dame. Puis ici, oui, on le voit, OK. Ici, on a l'école secondaire là, dont on parlait avec le petit boisé là, qui est problématique un petit peu. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de la caractérisation, les 2 bandes que vous voyez, là, les 2 bandes colorées, ça correspond à la rive gauche et la rive droite. Puis, ces couleurs-là vont correspondre aux indices de qualité pour chacune des propriétés qu'on a visitées. On peut voir que c'est très jaune, rouge, orange. Puis, malheureusement, on remarque très peu de vert. La quantité de rouge, là, ça va représenter 27% des bandes riveraines qui sont de très faible qualité. Ça veut dire que souvent, on voit des terrains qui n'ont pas d'arbres, ni d'arbustes, ni d'herbacées, ou du moins très peu. C'est souvent des terrains qui ressemblent un peu à des terrains de golf, là, où c'est juste du gazon à perte de vue. Puis, on sait que le gazon, ça demande beaucoup d'entretien, mais il n'y a aussi pas beaucoup de bénéfices au final au niveau de la bande riveraine. C'est un végétaux, mais les racines sont superficielles, elles ne vont pas creuser, puis elles ne vont pas pouvoir stabiliser le sol. Donc, c'est pour ça que ces terrains-là, ils n'ont pas une super bonne qualité. Ensuite, le 54% là, des bandes riveraines qui sont de faible qualité, on a remarqué qu'il y avait une dominance de propriétés, en fait, où il y avait quelques arbres, quelques arbustes, mais la bande riveraine, encore une fois, c'était surtout du gazon. Parfois même, il y a des infrastructures dans la bande riveraine, là, comme des cabanons. Il y avait une piscine, là, si je ne me trompe pas. Même souvent, il y avait des piles de déchets où on voyait que les gens entreposaient leurs résidus végétaux dans la bande riveraine directement. Ensuite, 17% des propriétés, dans ces cas-là, on a affaire à un indice moyen. Donc là, on commence à avoir plus de végétaux. Souvent, ce qu'on voyait, c'était qu'il y avait quand même un 4-5 mètres de bande riveraine qui était super végétalisée. C'était intéressant, c'était tout à fait respectable, mais c'est qu'on n'allait pas assez loin dans la bande riveraine. Donc, souvent, on n'atteignait pas le 10 à 15 mètres. C'est pour ça que ces propriétés-là sont en jaune sur la carte. Puis finalement, là, le 2% de bonne qualité qui est très difficile à voir sur la carte, ça témoigne qu'on a quand même un gros travail à faire au niveau des bandes riveraines. Le boisé près de l'école secondaire dont on parlait, c'en est un là, qui est dans notre 2% des propriétés qui sont de bonne qualité. C'est un exemple à suivre, c'est vraiment un terrain qui est laissé au naturel. Ensuite, on est allé caractériser l'habitat du poisson. On a parcouru la rivière en canot pour évaluer la capacité de la rivière à offrir un milieu de vie adéquat pour les communautés de poissons. De façon générale, l'indice de qualité est faible. Comme vous voyez sur la carte, on a beaucoup de orange. Les différentes sections qu'on a parcourues, ils étaient assez homogènes.
En général, la rivière est linéaire. Il n'y a pas beaucoup de végétation aquatique. Évidemment, beaucoup d'érosion, ça on le sait. Le substrat, donc ça c'est le fond de l'eau, il est majoritairement sableux et vaseux, là, ce qui veut dire que c'est très mou. Donc, il n'y a pas beaucoup de rochers. Puis les rochers, ça constitue des abris pour les poissons. C'est aussi des endroits où les invertébrés vont aller s'accrocher. C'est une source de nourriture, là, comme Marie-Pierre l'a mentionné plus tôt. On en retrouve très peu dans la rivière, là, ce qui fait un peu en sorte qu'on a 77 de l'indice de qualité de l'habitat du poisson qui est faible. J'attire votre attention là, sur la petite partie en vert qui se situe en fait sous le pont de la rue des Cormorans où il y avait davantage de galets puis de gros blocs de roches. Il y a des petits rapides également, ce qui fait un bon milieu pour le poisson. Là. Il y a des zones où le débit est rapide, mais il y a également des zones où le débit est lent. Il y a des fosses, donc l'eau est stagnante, ce qui fait que l'habitat est plus complexe. Puis ça permet aux poissons à la fois de se déplacer, de s'alimenter, puis de se reproduire. Donc ça, c'était le milieu là, dans toute la section qu'on a parcourue qui était intéressant pour le poisson. Puis, la dernière chose qu'on a fait sur le terrain, c'est qu'on a estimé les supports de ponte. Donc, pour faire ça, il s'agissait d'évaluer la superficie relative d'arbustes ou de branches qui peuvent être submergées au printemps lorsque la perche chaude vient frayer, justement. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a estimé le pourcentage de la berge qui pouvait faire office de support de ponte. Ici, c'est vraiment flagrant qu'il y a un grand manque de support de ponte là, tout le long du secteur. C'est pas mal rouge partout. Il y a plusieurs endroits où la berge, là, même si elle est composée de beaucoup d'herbacées, malheureusement, ce n'est pas intéressant pour la perche chaude parce qu'elle, au moment où elle va frayer, c'est tellement tôt au printemps que la végétation n'est pas encore poussée. Donc, ce qui est intéressant pour la perche chaude, c'est vraiment tout ce qui est végétaux ligneux, donc ce qui est du bois, des branches d'arbres parfois qui vont bas dans la rivière, des arbustes qui vont être présents toute l'année. Donc, c'est vraiment là-dessus que la perche chaude va pouvoir aller accrocher ses œufs. Donc, les résultats qu'on a obtenus suite à la caractérisation, ça nous permet de confirmer, là, entre autres, que l'état des bandes riveraines doit être amélioré, puis qu'il manquait des végétaux dans les rives de la rivière. Puis, avec ces données-là, ce qu'on a pu faire, c'est le cahier du propriétaire que certains d'entre vous ont reçu. Si vous ne les avez pas reçus, inquiétez-vous pas, on va en parler, vous allez savoir un peu c'est quoi le contenu. Donc, on a distribué 69 cahiers aux propriétaires puis aux résidents riverains du secteur sur lequel on a travaillé là, dans le but de les informer puis de les outiller. Donc, c'est ça. Si vous ne l'avez pas reçu, là, sachez qu'il y a un modèle générique qui est disponible sur mon site Internet. Donc, ce n'est pas les modèles personnalisés, mais il y a quand même beaucoup d'informations là-dedans qui sont utiles puis qui sont pertinentes pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter sur nos sites. Puis, comme je disais, il s'agit de cahiers qui sont personnalisés. Donc, on les a assemblés en fonction des résultats de la caractérisation pour chacune des propriétés. Dans ces cahiers-là, vous avez un survol de, premièrement, l'état de la bande riveraine, mais il y a aussi des recommandations, puis des conseils si jamais vous voulez entreprendre des actions qui visent l'amélioration de la bande riveraine ou de l'habitat de la perche chaude ou du poisson en général. Donc, je vais vous parler un peu plus de la partie qui est personnalisée. Donc, la page que vous voyez ici à l'écran, c'est une page très importante parce qu'en fait, elle va condenser tous les résultats qu'on a recueillis durant l'été. Ici, il y a 4 informations qui vous sont transmises qui sont importantes. D'abord, vous avez le pointage de votre bande riveraine qui a été calculé en fonction des différents types de recouvrement sur votre terrain. Par exemple, si vous avez une bande riveraine qui est composée de 20 d'arbres et versus 20 de gazon, le score ne sera pas le même. Parce qu'en fait, on donne plus de points aux arbres, là, comme ils vont permettre à la bande riveraine de remplir ses fonctions, ce qui n'est pas le cas pour le gazon. Donc, tout ça, c'est pondéré. Là. Sachez que le chiffre que vous voyez ici en premier au top de la page, il ne sort pas de nulle part. Là, il prend vraiment en considération plusieurs éléments qui sont présents dans votre bande riveraine. Le deuxième élément qui est important, c'est le niveau de qualité. Ça sert tout simplement à indiquer ce à quoi le pointage correspond. Ça vous indique dans quelle catégorie de niveau de qualité vous vous situez. On a ajouté ici une ou plusieurs recommandations pour améliorer le score. Par exemple, de planter des végétaux, évidemment, des arbustes. Parfois, ça va être de déplacer des débris, des déchets ou des infrastructures là, qui sont dans votre bande riveraine, mais qui ne devraient peut-être pas nécessairement s'y trouver.
Le troisième élément important, c'est la profondeur réglementaire que devrait avoir votre bande riveraine. Donc, tout dépendamment de la hauteur du talus, puis de son inclinaison, c'est soit 10 ou 15 mètres qui est demandé. Donc, à ce moment-là, pas besoin de vous casser la tête, là, pas besoin d'aller vous mettre les 2 pieds dans l'eau pour essayer d'estimer c'est quoi la hauteur de votre talus. On le fait pour vous, puis on vous donne l'information juste ici. Puis finalement, le dernier élément important, c'est le niveau d'érosion et le type d'érosion qui se retrouve sur votre terrain. Donc, c'est une information très importante si vous envisagez d'entreprendre des actions pour améliorer l'état de votre bande riveraine. Pour les cas où l'érosion est faible, comme Andréane l'a mentionné tantôt, une plantation suffit pour stabiliser la berge puis pour prévenir une détérioration de la situation. Par contre, si l'érosion est plus forte, là, puis que la berge est en train de se décrocher ou qu'elle s'est déjà affaissée par le passé, bien là, une plantation, ce ne sera pas suffisant pour régler le problème. Puis si jamais il y a des travaux mécaniques qui sont nécessaires, puis que vous avez déjà commencé par faire une plantation, ça se peut qu'elle soit défaite. Donc, c'est vraiment important de savoir un peu c'est quoi le niveau d'érosion de votre terrain pour adapter vos interventions. Bien entendu, les meilleures solutions vont dépendre du terrain, donc ça vaut la peine de vous informer puis de demander des conseils à des professionnels si jamais c'est le cas. La page suivante du cahier, elle va vous indiquer si votre bande riveraine est conforme ou non, c'est-à-dire si elle respecte la réglementation en vigueur. Normalement, vous devriez être capable d'estimer ça visuellement vous-même. Si vous avez regardé vos résultats, ça vous donne un bon indice aussi, là. C'est rare qu'une bande riveraine de bonne qualité et non réglementaire et vice-versa. Faites pas le saut là, si c'est écrit non conforme en rouge. C'est le cas pour plusieurs bandes riveraines. Donc, vous n'êtes pas les seuls dans cette situation-là, là, si jamais c'est ce qu'il y a d'inscrit dans votre cahier. Mais bon, tout ça pour dire que ça peut permettre de vous faire une prise de conscience pour vous dire, bon, OK, ma bande riveraine n'est pas réglementaire, je ne respecte pas mon 10 mètres. Donc, ça peut vous permettre d'aller dans votre cours, d'aller mesurer le 10 mètres, puis de vous dire, par exemple, parfait, on arrête de tondre le gazon jusqu'ici, puis on va laisser tout simplement la végétation reprendre. Donc, ça complète la partie qui est personnalisée des cahiers. Encore une fois, n'hésitez pas à les consulter sur nos sites, la version générique. On a travaillé fort sur ces cahiers-là, donc ça nous fait plaisir de les partager avec vous. Ah, sondage numéro 5. Quelles actions êtes-vous prêts à réaliser afin d'améliorer votre bande riveraine? Donc, je crois que Karine a lancé le sondage. Normalement, c'est lancé. Oui. Donc, les chocs, vous avez arrêté de déposer vos rognures de gazon et vos résidus verts, arrêtez de tondre dans votre bande riveraine, déplacer les perturbations s'y retrouvant, déplacer les infrastructures s'y retrouvant, revégétaliser votre bande riveraine, reprofiler la pente, mon Dieu, vous avez beaucoup d'options, avoir recours au conseil d'un professionnel, utiliser des techniques de génie végétal, aucune ou ne s'applique pas. Ouais, c'est sûr que si on n'a pas de bande riveraine, c'est dur de l'améliorer. Il nous manque encore une seule personne. Noémie, pour te mettre un peu de pression, on va essayer d'accélérer peut-être un petit peu. Je sais, oui. Le temps passe très vite, mais prends ton temps. Donc, une petite dernière qui voudrait répondre. Je ferme le sondage dans 3, 2, 1. C'est terminé. Parfait. Donc, revégétaliser votre bande riveraine. Génial. Wow. C'est une bonne réponse. Mais la plupart des réponses étaient bonnes. C'est sûr que ça dépend de ce qui se passe dans votre cours. Mais génial, on aime ça savoir que c'est des actions que vous êtes prêtes à entreprendre. Bon, continuons. Justement, parlant d'actions que vous pouvez faire, bien, je vais passer rapidement là, parce que le temps file. Puis ça, Andréane vous en a parlé tantôt. Premièrement, super facile, si vous voulez juste arrêter de tomber la pelouse, laisser la végétation naturelle revenir, c'est une solution qui fonctionne très bien, c'est génial, ça ne coûte rien. La végétation naturelle qui va s'installer, évidemment, va être adaptée au milieu. Par contre, là, si je peux juste ajouter un petit point, c'est important de surveiller l'invasion des espèces exotiques envahissantes. Comme c'est un milieu ouvert, c'est souvent à ces milieux-là que les espèces envahissantes s'attaquent. Donc, juste surveiller, puis si jamais vous envoyez, adapter vos interventions en fonction des espèces.
Ensuite, planter des végétaux, on le sait, c'est sûr que c'est un peu plus dispendieux en temps, en argent, mais ça peut simplement commencer par, si vous voulez un été planter 2 arbustes, allez-y, en planter un autre l'été suivant, il n'y a pas de problème. Donc, lentement, mais sûrement, là, ça peut être un processus qui est graduel. C'est fortement encouragé aussi. Puis là, on se situe évidemment dans des cas où l'érosion, il y a peu ou pas de problème, mais si on va dans des cas où c'est un peu plus important, donc un scénario où l'érosion, il y a un décrochement, il y a de la berge ou un affaissement, il faut considérer des techniques de génie végétal. Donc, c'est peut-être un terme qui est nouveau pour vous. En fait, le génie végétal, c'est une combinaison de techniques qui allie l'écologie et le génie pour stabiliser la berge en utilisant des végétaux comme matériaux. Donc, on va littéralement confectionner des murs végétales qui vont pouvoir protéger la berge. On utilise souvent des branches d'espèces arbustives qui se régénèrent rapidement. Donc, en même temps de protéger, on peut favoriser la repousse de nouveaux végétaux. C'est une solution qui est durable, qui est peu invasive pour le milieu. Bien entendu, ça nécessite une expertise, peut-être un permis. Encore là, il faut s'informer à la ville. Puis, des coûts plus ou moins importants selon ce que vous entreprenez. Je vais vous parler de quelques exemples de techniques de génie végétal pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Premièrement, on a les fagots, qui sont un arrangement de branches qui sont attachées en boudin, qu'on va disposer parallèlement aux courbes de niveau. Donc, ça peut faire comme des étages dans le talus de façon à créer une barrière protectrice. C'est utile pour protéger une pente qui est forte, qu'on n'est pas nécessairement en mesure d'adoucir, où l'érosion est faible à moyenne. Puis, ça va agir comme un filtre, donc ça va laisser passer l'eau, mais ça va retenir les plus grosses particules jusqu'à ce que la végétation naturelle reprenne. Donc, c'est un des exemples. Ensuite, on peut faire des fascines, qui est un arrangement de branches. Là, ça se ressemble un peu, mais c'est vraiment dans le... Souvent, c'est placé au bas du talus. Une seule rangée là, qui est posée dans le bas, comme on voit sur la photo ici. Puis, ça va soutenir la berge. Là, on recommande plus ces techniques-là quand l'érosion est de moyenne à sévère, mais pas pour les cas où le talus est très haut ni très abrupt. Puis, on peut aussi faire des matelas de branches, qui est une technique qui consiste à déposer des branches vivantes sur la pente de façon parallèle, puis de les retenir avec un fil métallique. Là, on peut même protéger tout ça avec une membrane biodégradable si on veut. À ce moment-là, on vient vraiment protéger l'entièreté de la surface. Là, c'est recommandé pour des berges qui sont fortement dégradées parce que l'action de protection est immédiate. On améliore l'efficacité de la reprise de la végétation parce que, en fait, les branches qu'on dépose, bien, ils peuvent faire des rejets, puis la végétation va reprendre tout de suite. C'est une méthode qui est souvent utilisée en combinaison avec d'autres. Par exemple, on pourrait avoir un matelas de branches avec une fascine au bas du talus pour être encore plus efficace. Donc ça, c'est par rapport à notre scénario moyen où il y a une problématique, ce n'est pas la problématique majeure. Mais si jamais vous êtes dans le cas d'une problématique où il y a de l'érosion sévère, à ce moment-là, il faudrait peut-être considérer de reprofiler la pente. Donc ça, c'est tout simplement d'aller adoucir la pente. C'est sûr qu'on perd du terrain, mais à long terme, on est gagnant là, parce qu'autrement, avec l'érosion, ça se peut qu'à long terme, on perd de plus en plus de terrain à chaque année. On vous a mis ici des liens intéressants là, si jamais vous voulez entreprendre des actions comme ça chez vous. Donc, quand on va partager la présentation après la conférence, vous allez pouvoir cliquer sur ces liens-là. Sondage numéro 6. Donc, on a parlé un peu des actions que vous pouvez entreprendre, mais maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui vous empêche d'entreprendre certaines actions. Donc, les choix, c'est les coûts, ne pas savoir où commencer, un manque de temps, peut-être pas assez important, ou un manque d'incitatif ou d'encadrement, et ne s'applique pas, bien entendu, si vous n'avez pas de bande riveraine. C'est notre dernier sondage. Dernière question, c'est vrai. Après ça, on va pouvoir poser des questions en live. Ben, pas directement après. J'ai encore... Non, on te laisse poursuivre. J'ai encore des choses à dire, Karine. On reste réveillé. Il manque encore 3 personnes. OK, ça s'active. Une petite dernière. J'arrête le sondage dans 3, 2, 1.
C'est pas mal, ouais, c'est pas mal égal. Les coûts, c'est sûr. Ça dépend de ce qu'on fait. Encore là, le génie végétal, ça peut se faire à moindre coût si on est créatif. Pas savoir où commencer. Oui, je peux comprendre. On n'en a pas vu beaucoup non plus de techniques de génie végétal quand on a parcouru la rivière. Ça ne semble pas être une option que les gens connaissent nécessairement. Manque de temps, c'est sûr, puis ne s'applique pas. Parfait. Donc, on va continuer. Je vais finir par vous présenter là, la partie restauration du projet. Donc, on a premièrement aménagé 4 bandes riveraines modèles. Les plans d'aménagement ont été réalisés conjointement avec les propriétaires. Donc, c'était super important pour nous d'aller rencontrer les gens sur place puis de les inclure dans le processus. Comme ça, on était en mesure de connaître leurs préférences puis de répondre à leurs questions en même temps. Pendant cette rencontre-là avec les propriétaires, on leur a remis un guide d'aménagement qui leur présentait un choix de végétaux. Donc, ils pouvaient sélectionner ce qu'on allait planter dans leur cours. Ensuite, on a validé les plans avec eux pour être sûr qu'ils étaient d'accord avec l'aménagement qu'on proposait. Les plantations là, ils ont eu lieu à l'automne dernier. C'est 750 mètres carrés qui ont été végétalisés, puis un peu plus de 1400 végétaux qui ont été plantés. Puis là, vous voyez sur les photos, là, ici, on a eu l'aide précieuse des étudiants de la technique horticole au Cégep de Joliette là, qui sont venus nous aider parce que 1400 végétaux, ça ne se plante pas du jour au lendemain tout seul. Fait qu'on était vraiment chanceux. On les remercie pour leur aide et on a aussi eu quelques autres bénévoles là, qui sont venus nous aider. Puis là, on vous présente un exemple de plan d'aménagement qu'on a fait sur un des terrains. Ça vous donne une idée de à quel point on plante densément, la diversité des végétaux qu'on plante. Puis, comme un peu là, Andréane parlait, on a laissé des petits accès. Là. Nous, c'est un peu moins que 5 mètres quand même, là, pour que les gens puissent accéder à la rivière. En même temps, on en a profité pour aller planter du cornouiller, qui est un arbuste dans le talus. C'est un arbuste qu'on a vu beaucoup là, quand on a parcouru la rivière. Ça semble être un excellent support de ponte. Donc, on en a profité pour aller en mettre en masse dans la rive. Puis, parlant de support de ponte, c'est la dernière action qu'on a réalisée dans le cadre du projet. Donc, on a fait une distribution d'arbustes, une distribution de cornouillers, où les gens étaient invités à venir chercher leurs cornouillers pour aller les planter dans la rive. On a eu 7 propriétaires qui sont venus, donc c'est 30 cornouillers qui ont été plantés. Puis pour ce qui est du reste, on est allé, Marie-Pierre et moi, faire du porte-à-porte pour... on voulait vraiment planter du cornouiller pour aider la terre chaude, là. Donc on est allé offrir de nous-mêmes planter les végétaux dans la rive des gens. Ça a été un succès. Tout le monde voulait qu'on en plante. Il n'y a personne qui nous a dit non, donc on a pu planter 90 cornouillers supplémentaires. Donc ça complète là, le tour d'horizon pour ce qui est de la phase 1 du projet. Comme Karine vous l'a dit plus tôt, ça va se poursuivre dans une phase 2, donc bonne nouvelle. On agrandit le territoire d'action. Comme vous voyez, là, nous, on s'est concentré l'été dernier sur la portion en jaune ici, mais là, à l'été prochain, on va remonter 11 km en amont. Donc, c'est la portion rouge. On va faire sensiblement les mêmes actions. On va aller caractériser de nouveau les bandes riveraines, l'habitat du poisson. On va continuer de sensibiliser les gens aux enjeux de la terre chaude. On va faire de nouveaux cahiers de propriétaires. Puis, on va restaurer davantage de milieux, en plus de planter d'autres supports de ponte, là, puis pour favoriser la reproduction de la terre chaude. Donc, je lance l'appel à ceux et celles qui sont intéressés. On recherche en fait des propriétaires qui voudraient participer au réaménagement de leur bande riveraine. Donc, comme j'expliquais, il s'agit de faire une sélection de végétaux avec vous, des plans d'aménagement qui sont adaptés à votre terrain. Puis, nous, on s'occupe de planter les végétaux et de faire le suivi. Donc, c'est une super belle activité à faire. On a bien aimé ça l'année passée. Ça s'est bien passé avec les propriétaires participants. Comme vous voyez, là, les témoignages, les gens ils étaient bien contents du projet. Puis également, la nouveauté pour la phase 2, c'est la distribution de barils récupérateurs d'eau de pluie.
Donc, si vous êtes intéressé à en avoir, on va faire une distribution. Donc, ça, c'est en gros, c'est un baril qui est connecté à votre système de gouttière, qui récupère l'eau de pluie pour que vous puissiez ensuite arroser vos plantes, votre jardin sans utiliser les réserves d'eau de la ville. Ça permet de réduire votre consommation d'eau, d'être indépendant de l'horaire d'arrosage, puis de réduire le volume d'eau de ruissellement vers la rivière, là, qui, on le sait, est chargé souvent en polluants puis en contaminants. Donc, l'appel est lancé. Écrivez-nous, appelez-nous si vous êtes intéressés. Si jamais vous n'êtes pas résident riverain, parlez-en aux gens que vous connaissez là, qui habitent autour de la rivière Saint-Jean. Nous, c'est sûr qu'on a un processus de sélection, mais comme je dis, on est à la recherche de nouveaux participants pour l'été prochain. Donc, j'ajouterais juste que même si on va plus haut l'année prochaine, bien, ça concerne aussi la portion qu'on a faite cette année pour l'aménagement de bandes riveraines. Donc, si vous avez reçu des cahiers de propriétaires, vous êtes intéressé à faire aménager votre bande riveraine, là, on le fait aussi pour vous. Puis sinon, le reste pour les barils, c'est aussi si vous êtes propriétaire riverain seulement. Absolument, tout le monde est inclus cette année. Parfait. Puis là, on va passer à la période de questions. Je pense qu'il y en a beaucoup dans le chat. Il y a une caméra qui vient de s'allumer. Aïe, aïe, aïe. J'essaierai d'y aller en ordre. Puis, en fait, il y avait M. Chénard, mais j'aimerais ça, si vous me le permettez, je donnerais peut-être... Je passerai à la suivante pour Mme Nathalie qui avait posé une question par rapport à pourquoi pomper l'eau est-il dommageable? J'imagine qu'elle fait référence là, aux pompes résidentielles. En fait, le pompage d'eau n'a pas d'impact direct sur la personne, mais on sait que dans la rivière Saint-Jean, avec le fait qu'il y ait des barrages qui retiennent vraiment l'eau en amont, oui, c'est ça, en amont. On sait qu'en aval, proche du fleuve, il y a une problématique que le niveau d'eau il est très bas. Donc, pomper l'eau, ça va augmenter cette problématique-là. Puis, c'est sûr que le poisson a besoin d'un certain niveau d'eau pour se déplacer dans son habitat. Je ne sais pas si Noémie veut rajouter de l'information. Non, mais je pense que tu as tout dit. Là, avec les sécheresses l'été aussi, vous l'avez sûrement vu, là, du moins nous, on l'a vu l'été dernier, à faire du portage avec notre canot dans la rivière. Fait que c'est sûr que si nous, on n'a pas assez d'eau pour pagayer, les poissons en ont encore moins là, pour se déplacer. Puis une bonne alternative au pompage, c'est justement les barils récupérateurs d'eau de pluie. Là, si vous voulez avoir une certaine réserve d'eau sur votre terrain pour arroser, par exemple, votre jardin ou des choses comme ça. Exact. Maintenant, j'avais une question de Mme Sylvie Bélanger. Elle me demandait, la zone de ponte est-elle strictement dans le secteur que vous avez visité ou si il y en a aussi plus au nord? Eux, ils sont situés là, dans le rang Saint-Jean-Nord-Est. C'est sûr que nous, on s'est concentré sur la portion proche du fleuve, mais en fait, la personne a pu monter vraiment plus haut dans la rivière. Fait que oui, il y a d'autres sites de ponte vraiment plus haut. Là. Voilà. Puis la problématique des barrages aussi. Intervenir à ce niveau-là, étant pêcheur, encore une fois. La majorité de la ponte et de la perche chaude, de la reproduction se font vraiment dans ce coin-là et non pas où je suis à la fin en face des écoles secondaires. Vraiment en haut, même Yann pourrait confirmer, je crois que c'est là qu'il va lorsqu'il empêche. Puis c'est ça, le fameux. Moi, j'ai entendu l'histoire de pêche de ce coin-là que c'était assez incroyable. Donc, c'est vraiment haut. C'est ça, dans le fond, dans le sud, comme on a dit, il y a vraiment beaucoup un problème de support de ponte. Donc, c'est sûr que le poisson va essayer d'aller plus haut là, pour trouver des habitats de frais optimales. Ouais. Mais si je trouve en fait... excuse-moi. La problématique avec les barrages aussi, c'est que s'ils les ferment trop tôt, la perche chaude n'a pas le temps de passer. Donc, elle est comme prise plus bas dans la rivière, dans un milieu qui est de moins bonne qualité, d'où l'idée d'ajouter des supports de ponte dans cette section, dans ce secteur-là, pour qu'ils puissent quand même s'arranger avec le milieu dans lequel ils sont prises. Oui, exact. Mais dans les conditions idéales, sans les barrages, des crues parfaites, etc., la perche chaude va effectivement pondre ses œufs au moins jusqu'à la moitié du parcours de la rivière Saint-Jean.
Sinon, Mme Bélanger demandait aussi si l'étude allait se poursuivre dans d'autres secteurs. Donc, vous l'avez mentionné, les filles, là, ils vont avoir une deuxième phase. Donc, on se rend là, dans la portion qui touche même l'ANORAie jusqu'à un petit étang là, qui s'étend là, presque à la moitié justement du parcours de la rivière. Donc, oui, le secteur d'études va se prolonger. Maintenant, je pense que je pourrais donner la parole à nos deux vedettes de ce soir, à moi. Donc, je vous laisse décider, Yann ou M. Chénard, là, qui veut prendre la parole. Écoute, par respect, moi, je donne la parole à Yann. Premièrement, tu es jeune, tu es hot. Vas-y, mon gars. D'accord. Dernièrement, depuis les 2-3 dernières années, je remarque une présence accrue de dorés et d'achigans dans la rivière puis qui commence à monter de plus en plus haut. Est-ce que c'est une problématique pour la perche chaude ou... C'est sûr que c'est des prédateurs. Encore une fois, c'est naturel qu'il y ait de la prédation. D'après moi, là, les dorés, normalement, ils n'aiment pas trop la lumière, là, ils se tiennent plus dans le fond. Fait que probablement qu'ils viennent justement pour chasser, pour se nourrir. Pour l'instant, ça semble pas être une problématique, mais c'est sûr que s'il y a de moins en moins de perches chaudes puis qu'en plus, il y a une forte prédation, ça pourrait, mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas des données là, qui parlent. Parce que je donne l'exemple, il y a 4 ans, je pognais même pas d'achigans là, puis depuis 2 ans, je pogne quasiment à toutes les fois que je vais, je pogne tout le temps des achigans, des petits achigans, tout le temps quasiment. Oui. Nous, c'était, on a vu un gros brochet en plus. Également à ce point-là, dans le sens que la rivière peut servir de frayère pour d'autres espèces également. Clairement, au printemps, moi, j'en vois souvent des pêcheurs, puis ça sort de la chigan non-stop. Pourquoi ça sort de la chigan non-stop? C'est qu'il frais. Clairement. Puis la période de frais, vous savez, là, si vous êtes... je suis vraiment plus poisson que peut-être bio, là, mais la frais est majoritairement la même période pour à peu près tous les poissons. Donc, moi, je souhaiterais vous confirmer en tout cas que dans notre bout, la fraie, il y a du brochet, il y a du doré, puis il y a de l'achigan qui frais, c'est clair. Puis, c'est sûr qu'il y a de la prédation. Oui et non. Ça va s'équilibrer. Ça, en fait, les espèces, c'est une chaîne alimentaire et tout. C'est pas une problématique en soi qu'il y ait plus de dorés. S'il y en a plus, c'est peut-être parce qu'il y a plus de perches chaudes. C'est peut-être même à la limite une bonne nouvelle. Puis habituellement, ça tend à s'équilibrer. Là. Il y a plus de prédateurs, les proies diminuent. Après ça, les proies remontent, les prédateurs vont remonter. Vous êtes sûrement au courant de ça. C'est exact. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être plus en santé qu'on le pense si les autres espèces viennent frayer également. Exact. Ça dépend des secteurs. Là. Il y a vraiment beaucoup de contraintes. Puis en plus, je ne sais pas si les filles, j'avoue que je fais plein de choses en même temps là, que la conférence, mais il y a aussi le fameux moratoire là, sur la perche chaude là, qui tire à sa fin. Là. Fait que ça l'a sûrement aidé là, au stock là, de perche chaude là, dans le fleuve, puis ceux qui ont remonté justement dans la rivière Saint-Jean. Fait que si on a plus de stock, on a nécessairement plus là, un bon garde-manger pour les prédateurs. Fait que c'est peut-être ce qui explique toute cette chaîne-là. Diane avait aussi une autre question, il me semble, par rapport à la période de pêche, mais je pense que ça s'est répondu dans le chat. Sinon, on demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la ponte de la perche chaude. Il y a entre autres les supports de ponte qu'on peut installer là, en rive là, si vous êtes riverain, mais je ne sais pas si vous avez d'autres suggestions, les filles. Non, c'est ça, l'idéal, c'est de planter, je pense, des arbustes au niveau de sa rive, là, le plus près possible de l'eau, de où que l'eau monte au printemps pour que la personne ait accès à des branches qui se trouvent sous l'eau. Donc, nous, on recommande des arbustes qui sont tolérants à être inondés. Donc, nous, c'était du cornouiller stolonifère qu'on a planté, là, qui est un arbuste bien adapté. Voilà. On posait la question également sur les tortues. Est-ce qu'on a des informations sur la présence de tortues? Là? Je sais que je crois que c'est Sophie qui a répondu dans le clavardage qu'on savait qu'il y avait de la tortue serpentine. Est-ce qu'on a d'autres informations sur ce reptile? Pour ma part, je n'en ai pas observé cet été, malheureusement, dans la rivière. Ça aurait été des espèces que j'aurais aimé voir. Donc, non, je ne suis pas au courant s'il y a d'autres espèces. Peut-être des propriétaires riverains, si vous en avez déjà vu, ou ceux qui font du canot, du kayak sur la rivière.
Nous en avons eu une qui a pondu en 2018 sur le long de notre terrain sur Saint-Jean-Nord-Est. Mais on n'a pas vu les petits. Il y a probablement eu de la prédation. Ah, c'est super intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour vous mentionner que les tortues ils ont presque tous là, des statuts en situation précaire, en fait. Puis si vous en observez, vous pouvez communiquer avec nous ou les mentionner sur le site SOS Tortues. Ça nous permet d'avoir plus d'informations sur la distribution, sur leur précarité, les menaces, etc. Là. Fait qu'il peut y avoir des projets là, qui sont faits par la suite. Fait que si vous voulez plus d'informations, là, vous pouvez nous contacter aussi à ce niveau-là. Je te laisse intervenir, Yann, comme c'était ta question. Ben, c'est pas une question, c'est plus pour dire que l'année passée, au quai de la Valtrie, j'avais croisé une tortue, genre sur le bord quand je pêchais tôt le matin. C'était juste parce que je sais pas c'est quoi le site pour aller. Hein? J'ai pas bien entendu le site. Ben, tu pourras nous écrire si tu veux plus d'informations, mais sinon, c'est SOS Tortue. D'accord. Pouvez, Merci. C'est bon? Et puis là, je pense que j'ai fait pas mal le tour des questions dans le chat. Donc, on pourrait y aller à tour de rôle, puis peut-être avec M. Chénard, là, qui avait entre autres une question sur à quoi servent les barrages. Donc, d'emblée, je pense qu'en tout cas, les filles pourront répondre très facilement, mais c'est essentiellement là, pour l'irrigation en terre agricole. Qui avait été érigé là, dans les années 80, si je ne me trompe pas, là, par le MAPAC. Oui, puis je peux rajouter aussi par rapport au barrage. Là, donc, nous, on n'est pas intervenus cette année à ce niveau-là, même si je vous ai dit que c'était une problématique s'ils sont mis en fonction tôt au printemps. Mais sachez que le ministère de la Faune travaille conjointement avec la MRC, qui est gestionnaire des barrages, pour essayer que la mise en fonction soit retardée après la période de frais de l'espèce, de la perche. Oui, c'est vrai, il y a des gros efforts qui sont faits, là, entre autres avec les agriculteurs et les agents de la faune. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Chénard? Commentaires, anecdotes? Oui, non, j'ai encore une petite liste, je dirais. Fait que si vous pourriez les garder pour la fin. Non, mais j'en ai trop, fait que si les autres gens en ont, je préfère laisser la place pour commencer. Est-ce qu'on a d'autres questions dans ce cas? Faites pas vous gêner, on est super accessible. Puis j'en profite le temps que vous vous déjeunez. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite, vous avez nos informations. Là, je pense que vous vous êtes tous inscrits via l'adresse courriel de Noémie, mais vous pouvez contacter nos deux organismes à tout moment. Andréane est assez disponible aussi là, sur le volet réglementaire. Fait que, si jamais ça vous vient par la suite ou que vous êtes trop gêné, ben, vous pouvez nous joindre après. Oui, je pense que vous pouvez y aller, M. Chénard. Ça va peut-être inspirer d'autres gens. Excusez, je fais une recherche en même temps. Non, vous êtes je vais faire d'ouvert en même temps. OK. OK. On a. On vient de parler au niveau. Oh oui, on venait de parler justement des barrages pour les agriculteurs. Les agriculteurs, en même temps que leurs produits peuvent être polluants, on le sait, s'ils pourraient jeter leurs déchets ou certains produits dans la rivière. Ça s'est déjà vu puis ça se sait. Est-ce qu'on le sait si dans le coin, autant qu'ils profitent du débit d'eau, pourrait nuire à la conservation? C'est plus en termes de ce qu'ils vont mettre dans leur champ. Là. Je pense que, oui, avant, les agriculteurs, ils jetaient beaucoup, il y avait des déversements, puis leurs déchets allaient directement dans la rivière. Maintenant, c'est plus tout à fait ça la réalité. Là. C'est vraiment par rapport aux engrais qu'ils vont mettre dans leur champ, inévitablement, ça va ruisseler vers la rivière. C'est que c'est ça, les fameux apports en pesticides, en insecticides, en herbicides, tout ce qui est azote, phosphore, souvent, il y a des quantités très élevées qui se retrouvent dans l'eau. Fait que c'est un peu comme de façon indirecte que ça se fait. Là. Je ne penserais pas que les agriculteurs ils soient mal intentionnés puis qu'ils déversent des produits dangereux dans la rivière directement.
Oui, puis une solution pour eux, dans le fond, à qu'est-ce qu'ils pensent dans le champ, c'est d'avoir aussi des bandes riveraines conformes de leur côté, que la bande riveraine va capter tous les polluants, donc les pesticides qu'ils utilisent. Puis sachez que l'année prochaine, vu qu'on monte plus haut dans la rivière, on va toucher le territoire agricole, donc on va agir aussi au niveau des agriculteurs pour qu'il y ait quelque chose qui soit fait au niveau de leur bande riveraine aussi qui soient améliorés. C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas de données si leurs bandes riveraines ils sont tous conformes, ce qui m'étonnerait. Donc, on va travailler là-dessus aussi. Vous allez plus par là, normalement, là, prochainement. Je pense qu'il y a une autre question. Je ne veux pas faire le modérateur. Oui, et allez, Yann. Tantôt, vous avez parlé de les rochers étaient un bon endroit pour les perchotes de se cacher. Exemple, là, si on rajouterait des rochers dans le fond de la rivière, est-ce que ça pourrait aider la perchaude sur court ou long terme, à court et à long terme? Si je peux juste faire une petite intervention, comme Andréane l'a dit, c'est interdit dans le fond d'intervenir dans le cours d'eau. Donc, c'est pas possible de faire ça. C'est sûr que c'est les rochers naturels qui sont présents. Par exemple, un bloc de béton, c'est pas tant favorable non plus pour... je parle de rochers, là, de pas de... exact. Peut-être que mes collègues ont des choses à ajouter par rapport à ça, mais c'est interdit de faire ça. Voilà. Oui, mais c'est ça, les rivières à poissons. Excuse-moi, Karine. Les rivières à poissons, c'est souvent des rivières qui sont caractérisées par beaucoup de roches, mais c'est pas mal là, que la rivière Saint-Jean, ce soit plus un substrat mou. C'est caractéristique, en fait, des tributaires du fleuve Saint-Laurent. Là, c'est souvent des rivières où c'est très vaseux, très sableux. Fait que oui, les rochers, ça constitue un abri pour les poissons, mais c'est pas mauvais qu'il n'y en ait pas dans la rivière Saint-Jean. Je pense pas qu'il faut lancer une opération d'ajout de roches dans la rivière à cause de ça. C'est vraiment plus les supports de pont, je pense qu'on peut intervenir. Si tu veux aider la perchaude, je pense que ce serait plus les supports de pont, des arbustes à planter. Exact. Ce qu'on recherche, en fait, là, c'est une diversité d'habitat. Puis l'indice de qualité de l'habitat du poisson qui a été présenté, c'est l'habitat du poisson, c'est pas nécessairement ciblé sur la perchaude. Puis l'une des problématiques principales au niveau de la perchaude, c'est vraiment au niveau de ses supports de ponte. Puis on recherche aussi du couvert qui va refroidir l'eau au niveau de l'oxygénation et tout ça. Mais en fait, on pourrait se lancer dans des opérations de sites de frais, puis de tout ça, puis de frayères, un peu comme l'ombre de fontaine, puis tout ça, mais c'est pas nécessairement ce que la perchaude va chercher en premier, là. En fait, ce n'est pas la problématique prioritaire qu'on aura ciblée pour la rivière Saint-Jean. Est-ce qu'on a une autre intervention? Le temps passe vite. Peut-être votre café ne fait plus effet, non? Moi, j'ai mes dernières questions, sinon. Ben oui, allons-y. Parfait. Un peu 2 en 1. Ça dit que j'ai juste 5 mètres de dénivelé, mais extrêmement abrupt et rocheux. Dans le sens que les anciens propriétaires avaient fait ça pour éviter l'érosion, mais j'ai aussi quand même beaucoup d'arbres. Ceci étant dit, j'ai reçu des graines. Comment je plante ça à travers les rochers? Il y a un garçon qui était venu chez moi aussi le printemps pour voir si on pouvait planter des choses chez moi, ce qui était impossible à cause de ça, et la pente abrupte, et le fameux 5 mètres. Un peu que je peux faire avec tout ça. Puis c'est des questions très personnelles versus mon guide, là, mais j'essaie justement de savoir comment intervenir. L'encadrement, ça vient à la question sondage numéro 4. Moi, j'ajouterais peut-être plus, là, c'est actuellement en rocher, votre bande riveraine, pareil, semer, dans le fond, de disperser les graines par-dessus les rochers. Là, il y a quand même des interstices de terre que les graines vont se retrouver puis que la végétation va pouvoir pousser. Comme Andréane l'a dit, c'est favorable d'avoir de la végétation à travers vos rochers. OK. Si ça fonctionne, mon inquiétude, c'est je les mets-tu pour rien ou ça peut fonctionner parce que c'est sûr que j'ai garoche tout. Ça peut fonctionner. Hey, vous avez des semences gratuites, allez-y, garochez-les. Puis nous, on croise les doigts pour que tout fonctionne bien. Mais dès qu'il y a de la terre, un peu d'eau, les semences, ils vont germer. Donc, pas inquiète là-dessus. Puis sinon,
Sinon, ben, ça va nous faire plaisir. Là. D'ailleurs, tantôt, là, je voyais qu'il y a déjà 2 personnes qui nous ont mentionné leur intérêt là, pour les prochaines phases, dont vous. Puis ça pourra nous faire plaisir là, d'aller visiter là, votre terrain. Puis les filles savent peut-être déjà où vous êtes situés, là, selon laquelle aura visité votre terrain. Mais dans ce cas-là, ça nous fait leur ai plaisir. parlé. Oui, ça me dit quelque chose. Vous avez une clôture avec une porte à nouveau votre embauchement. Ben oui, je me rappelle. Ah bon, tu vois, je t'ai pogné, justement, vu que je travaille devant la fenêtre. En tout cas, fait que merci beaucoup. Puis personne ne nous a remercié, mais merci. Je garoche mes questions, mais merci beaucoup pour l'intervention. Je ne pensais pas être aussi interactif que ça. Ben, c'est le fun, on aime ça. Au début, j'ai quasiment garoché le guide. Puis là, finalement, je l'ai lu, puis je suis super intéressé. J'ai vu que c'était personnalisé, puis ça, c'est ça qui est venu m'accrocher. Écoutez, excusez, là, je prends vraiment de votre temps. On est là pour ça. Ben, si vous avez des questions, peut-être que les gens les ont, mais qu'ils n'osent pas les poser. Fait que c'est bon. Non, mais c'est ça. Fait que l'autre question, ça pourrait être allez-vous venir me voir dans le sens que peux-tu avoir des revisites personnalisées? Je n'ai pas essayé toute journée, là, m'en avoir pour 15 minutes. Quand même, venez chez nous, venez me parler à moi, puis je vais avoir peut-être mes autres questions, puis peut-être d'autres. Ben, sinon, je peux me poser ce que j'ai. Ben, c'est sûr que si vous postulez pour faire aménager votre bande riveraine, ben nous, on vient faire une visite. Là, fait que c'est sûr qu'on va venir vous voir. Là. On va évaluer votre terrain et tout. Donc, on va pouvoir. Ben, ouais. Ben, mais si vous avez d'autres questions, allez-y. Je vais essayer d'y aller vite. Freiner. Non, c'est ça. Puis, regarde, je suis là. Ça, c'est beau, je l'ai dit. Mon voisin de gauche et de droite sont rouges, eux autres. Là, genre, l'érosion, c'est non-stop. Puis le même voisin que l'arbre qui veut s'effroirer sur nous autres, peut-être. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Ben, déjà, leur donner l'exemple en postulant puis aménageant votre terrain, puis leur montrer comment c'est beau chez vous. On travaille beaucoup avec les gens qui veulent travailler, puis après ça, on essaie de créer un effet boule de neige, là, parce que quand les gens partent avec un non, ben souvent, c'est quand on part à reculons, ça avance pas vite, là. Donc, on travaille avec ceux qui veulent travailler. Ben, là, on en a déjà 4. Puis là, ben, regardez, on vous a convaincus d'embarquer dans la vague. Fait qu'un pas à la fois. Ben, déjà, de leur mentionner qu'il y a notre service. C'est sûr qu'on ne pourra pas accompagner tout le monde puis être chez tout le monde parce que là, ça commence à faire beaucoup de terrain. Mais ça nous fait plaisir de répondre aux questions. Là. Fait que, si vous voulez les référer vers nos sites Internet, nos adresses courriel, Marie-Pierre et Noémie sont disponibles aussi par téléphone. Fait que ça peut être un moyen déjà pour leur montrer les aménagements. Puis, tu sais, nous, les filles n'en ont pas fait mention, mais on s'est inspiré aussi de thématiques au niveau des aménagements des bandes riveraines, tu sais, pour aller chercher justement, si votre voisine, par exemple, elle aime les plantes à fleurs, mais là, vous pouvez lui mentionner qu'il y en a des espèces indigènes qui font des belles fleurs. Puis, on a pris des végétaux qui font des fruits comestibles, etc. Fait qu'on y va aussi avec une approche personnalisée qui répond à la fois au rôle d'une bande riveraine efficace, productive, qui va protéger la rivière et l'habitat du poisson, mais qui est le fun aussi pour vous en même temps. Si vous faites aménager votre bande riveraine, c'est de les rendre jaloux puis qu'ils veulent aussi à leur tour faire. Attention, j'ai une intervention aussi face à ça parce que c'est écrit dans le cahier que c'est notre responsabilité. Là, on est en communauté, on parle ensemble, c'est sociable. Puis justement, autant que des fois, j'ai voulu me plaindre de mon voisin, autant que je n'ai pas le goût de dire « Hey, c'est toi, tu devrais faire ça ». Est-ce que ça va être communautaire aussi? Puis la ville a aussi, puis elle est partie, je pense, Andréane, mais tu sais, un peu dans le cahier, ça dit c'est pas nous autres, c'est vraiment vous autres. Mais en même temps, est-ce qu'on peut être tous responsables de notre environnement à nous? Puis, comme par exemple, la ville donne du compost, puis tout, est-ce qu'ils pourraient donner, et puis, tu sais, je pars tôt là-dedans, mais est-ce qu'ils pourraient nous donner justement des plantes gratis? Parce que le coût, c'est un problème. Peux-tu m'en donner des plantes un peu pour m'aider, toi, à la ville, que je paye mes taxes déjà un peu? Tu sais, comprenez-vous un peu ce que je veux en venir? Oui, c'est personnel, mais en même temps, c'est communautaire. Je suis là, je peux répondre à ta... Oui, c'est ça que je peux répondre à ta question. Ben, dans le fond, on a déjà le programme de plantation d'arbres où on va, dans le fond, les personnes qui font la demande vont pouvoir bénéficier de 50 %. Là, puis ça, c'est du gros gabarit. Ensuite, quand on donne le compost, on ne donne pas juste le compost, on donne aussi des pousses d'arbres qui sont moyens adaptés aux bandes riveraines. Par contre, l'année passée, on avait acheté plein de vivaces indigènes qui se mettaient en bord de cours d'eau. On en avait 700, que c'était quand même considérable. Puis là, on se prend une thématique à chaque année. Là. Cette année, ce n'est pas vivace. Cette année, ça va être probablement petits fruits qu'on va y aller dans le framboisier, vigne, tout ça, qu'on a quand même des thématiques tout le temps. Il faut dire qu'aussi, il y a 2 ans,
avec la ZIP des Seigneuries, là, Sophie, dans le fond, il y avait eu un projet de bande riveraine. Il y avait eu l'acquisition de plusieurs, c'était des arbustes de bande riveraine qui avaient été donnés. Et puis, bon, pandémie avait fait que oui, il y avait eu une conférence. On était supposé faire la conférence à l'extérieur, distribution extérieure, ça ne s'était pas fait. Mais par contre, tous les gens qui étaient intéressés pouvaient s'inscrire. Et puis, les plans de bande riveraine avaient été même portés au chemin à la porte là, des gens. Que oui, ça se fait, puis ça se fait dans le fond, je te dirais, c'est pas tout le temps des programmes spécifiques volontaires, mais dans nos actions, on essaie justement de donner toujours des arbres, des arbustes, puis y aller dans ce sens-là pour soutenir les propriétaires. Super. Est-ce qu'il y aurait un lien, quelque chose que vous pourriez me référer peut-être dans le chat pour que. C'est peut-être moi qui n'ai pas assez informé de quand ça arrive puis où aller, là, mais je serais très intéressé de savoir. Oui, bien dans le fond, pour nos journées de distribution, puis tout, dans le fond, ce genre d'activité-là, le meilleur moyen, c'est de nous suivre, d'être abonné sur notre groupe Facebook. C'est là qu'on va les mettre. Sinon, on les met sur le panneau aussi, les panneaux à l'entrée de ville. Là, on met la diffusion là-dessus. Puis sinon, ben, c'est l'infolette. Vous abonnez à notre infolette qu'on envoie une fois par mois. Ces activités sont là. Parce que sinon, notre système de diffusion, c'est le bulletin, mais là, le bulletin d'information, il est seulement 2-3 fois par année, que des fois, on n'a pas tout le temps de mettre les activités. Mais l'infolette, c'est tous les mois, ça, c'est sûr que c'est ce type d'activités-là sont là-dedans. Puis en finalité, ben, c'est notre site Internet. C'est les journées garder plus l'œil ouvert. C'est la journée de l'environnement, si vous allez la voir passer sur les réseaux sociaux. Là. Donc, c'est exactement ça. J'ai déjà si je peux rajouter, c'est que nous aussi, au comité ZIP, puis aussi à la CARA, quand on a des activités de distribution, si vous suivez notre Facebook, généralement, ça va être partagé. Puis quand on a des événements à la Valtrie, généralement, on essaye de partager avec la ville. Donc, le Facebook de la ville, des fois, ça va se partager par là aussi. Là. J'ajouterais, si jamais vous voulez créer un mouvement, là, vous parlez de communautaire, collectivité, si vos voisins, vous voulez être plusieurs puis vous regrouper, vous pouvez faire des achats de groupe. Puis là, quand vous appelez dans des pépinières, des grossistes, vous pouvez avoir des meilleurs prix là, sur la quantité. Fait que c'est pas une gratuité, mais ça peut être un moyen là, de sauver un petit peu d'argent parce qu'effectivement, ça peut devenir assez onéreux rapidement. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Est-ce que vous avez Dernière chose, vraiment, puis je crois souvent du monde qui pêche, puis justement, la question d'Yann est relative à ça. Les gens ne sont pas informés au niveau de la frayère, puis des dates. Je me fais un devoir de leur dire. J'ai une grande trappe, étant moi-même pêcheur, puis j'ai déjà braconné sans le savoir. Moi-même, dans le passé, c'est qu'on ne le sait pas, donc je les sensibilise, puis peut-être dans les prochains cahiers ou dans ceux qui sont plus en amont, mettre une note, malgré de ne pas pointer personne du doigt, que c'est une frayère, puis la date, c'est le 1er juillet. Ouais. C'est tout. Merci, c'est bon. Désolé. Ouais. Super, mais merci, c'était super pertinent. Au niveau des réglementations de pêche, puis tout ça, souvent, on n'ose pas trop intervenir parce que ça peut changer aussi. Mais oui, ça peut être super pertinent. D'ailleurs, on invite toujours les gens à s'assurer de la bonne période quand ils vont pêcher. Là. Comme pêcheuse aussi, c'est bien important. Est-ce que je peux céder la parole à quelqu'un d'autre ou on aurait pas mal fait le tour? En tout cas, vous êtes silencieux sur le clavardage. Comme je l'ai dit tantôt, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, vous avez les coordonnées assurément de Noémie. Sinon, elle peut faire ça aussi du côté de la CARA avec Marie-Pierre. Vous avez nos sites Internet, nos sites Facebook. On essaie d'être le plus efficace possible. En télétravail, c'est plus difficile au téléphone, mais il y a toujours moyen de nous parler là, si on peut prendre un rendez-vous. Donc, je ne vous retiendrai pas plus longtemps s'il n'y a personne qui lève la main ou qui me fait un coucou. Ah, ben oui! Caroline, j'allais oublier le bout le plus le fun. Il y avait un prix de participation. En fait, il y a 5 coupons végétaux. Donc, ça fait un peu... vous allez être content, M. Chenard. Il y a 5 coupons végétaux qui vont être faits tirer parmi les personnes qui sont présentes. Là, je ne sais pas, on pourra se consulter. Là. Je sais qu'il y a des gens qui ont dû quitter plus tôt. J'imagine qu'ils vont être quand même dans le tirage parce qu'ils étaient présents à la majorité là, de la conférence.
Mais j'avais du mal à cliquer tantôt. Fait que Marie-Pierre, je pense que je te laisserai tourner la roue, spin the wheel. Yes! Donc, ça sera 5 personnes qui recevront un coupon végétaux qu'on ira vous porter. Donc, félicitations Jean-Marc. Je ne sais pas si c'est Jean-Marc. Donc, c'est arrangé avec le gars des vues, ça? Ah, c'est J. Chenard. OK, félicitations! Donc, C'est le karma. Donc, ça vient, on va vous remettre un des végétaux, on va évaluer là, ce qu'on pourra obtenir en pépinière là, selon le budget. Puis on pourra aller vous les livrer, vous donner les conseils, les planter possiblement avec vous. Puis on espère ajouter ça à votre bande riveraine qu'on pourra aménager possiblement là, si jamais votre candidature est retenue cet été. Alors, ça serait vraiment cool. C'est juste à ajouter qu'on va vous écrire plus tard concernant le prix. Oui, puis pour prendre pour la livraison. Exact, vu qu'on a votre courriel, vous avez inscrit à la conférence. Donc, deuxième gagnant, c'est parti! Roulement de tambour. J'arrête. Bon. Caroline! Ah mon Dieu, est-ce qu'elle est encore avec nous? OK, Caroline. Elle était là tantôt avec son conjoint, mais on note ça. Parfait. On prend ça en note. Alors, félicitations Caroline qui n'est plus parmi nous, mais qui était là. Donc, troisième gagnant. Nathalie! Ça, c'est drôle, tu les vois apparaître avant nous. Oui. Ah, mais excusez, je vous donne un punch. Nathalie! Est-ce que Nathalie est encore avec nous? Elle était là, en tout cas. Bon, parfait. Donc, félicitations Nathalie. On ira vous voir. Faites-vous-en pas, on débarque pas tout le monde chez vous là, avec un barbecue et tout ça. Là. On devrait y aller de façon modeste. Donc, Sylvie! Sylvie, numéro 4. Il nous reste encore une place. Ne perdez pas espoir. Est-ce que Sylvie est encore avec nous? Il y avait une Sylvie tantôt, hein? Je pense qu'elle a mis dans le chat qu'elle allait quitter. Oui, c'est Mme Bélanger, je pense. OK. Ouais. Donc, Sylvie. Continue. Dernier gagnant. Le dernier, non le moindre. Denis. Denis. J'ai pas vu Denis. Il était peut-être annexé à sa conjointe. Il était là. Oui, c'est ça qu'il a dit au début. Il a dit qu'il était là, mais sur le Zoom de sa conjointe. Fait qu'on communiquera avec lui. Alors, bien, félicitations Jean-Marc, Caroline, Nathalie, Sylvie et Denis. Mon Dieu, on avait beaucoup de i. Alors, c'est ça, pour ceux qui c'est en bande riveraine et tout ça, bien, ça pourra faire partie l'objet aussi d'une présentation, de vous montrer là, vraiment qu'est-ce que vous pouvez faire, puis vous pouvez poser votre candidature aussi pour la phase 2. Puis pour les autres, bien, ça nous fera plaisir quand même d'aller vous le livrer, là, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui se sont ajoutés ce soir là, qui n'étaient pas nécessairement riverains de la rivière Saint-Jean. Mais j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous aviez un intérêt là, au niveau de la bande riveraine ou que vous en avez peut-être une à quelque part d'autre. Donc, ça nous fera plaisir aussi de vous donner des conseils à ce niveau-là. Donc là, je ne veux pas me tromper une deuxième fois, mais je pense que ce serait la fin. Oui. Oui. C'est vrai, on n'a pas mentionné nos partenaires. D'abord, merci Andréane, c'est encore là, je ne la vois pas, mais d'avoir participé, là, ça a été bien enrichissant au niveau réglementaire, puis c'est une super ressource à la ville de la Valtrie. Fait que vous voyez nos partenaires financiers, là, c'est principalement le financé dans le cadre du programme Afflux maritime du ministère des Transports du Québec. On a eu aussi une contribution financière de la Fondation de la faune du Québec, là, notamment à ce qui a trait de la perche chaude. Puis pour ceux qui sont pêcheurs, là, d'ailleurs, sur votre permis de pêche, il y a une partie qui s'en va là, à la Fondation de la faune. Donc, merci. Vous avez contribué aussi au projet. Service Canada, c'est entre autres, là, principalement, en fait, entièrement pour l'embauche d'étudiants durant la période estivale, donc qui contribue aussi au projet. Et finalement, la Merci d'Autrey, bien entendu, là, qui a été impliquée dans tout ce processus-là. Fait qu'en espérant avoir oublié personne, je remercie toute mon équipe. Merci à Sophie d'avoir pu se joindre à nous aussi. Puis merci encore Andréane si elle est là. Merci pour les derniers qui ont fait jusqu'à la fin, malgré l'heure tardive. Super. Ben, je close ça en vous disant bonne fin de soirée. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de soirée à vous. Merci pour cette belle présentation. Passez une bonne fin de soirée. Merci à toi aussi. Bonne participation. Bonne fin de soirée, merci.